La maison connectée, on en a rêvé et même si pour beaucoup d'entre nous c'est devenu une réalité, force est de constater qu'après l'euphorie des premiers jours, l'usage des objets connectés au quotidien est loin d'être un long fleuve tranquille. Bon nombre de lumières, prises électriques, serrures, caméras, thermostats et autres enceintes à greffer sur votre réseau ont du mal à cohabiter. Configuration parfois capricieuse, incompatibilité d'une marque à l'autre, difficulté à voir émerger un standard unique et fiable, Wi-Fi surchargé, les pièges de la maison connectée ne manquent pas. Alors comment les éviter? Comment bien commencer? Sur quel standard faut-il miser? Quel Wi-Fi? Quel futur pour la maison connectée? Que nous prépare Apple? Débat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On refait le Mac, notre débat tech hebdomadaire. Merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le petit bouton et suivre le lien dans la description de la vidéo. Bienvenue ici au Village by CA, l'incubateur du Crédit Agricole ici à Paris, rue La Boétie, qui nous accueille, qui accueille nos studios, qui accueille les startups, les entreprises en devenir qui souhaitent à s'accélérer. Si vous aussi vous êtes une startup, vous souhaitez plus d'informations et vous souhaitez participer et rejoindre le Village by CA, n'hésitez pas à vous renseigner. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. C'est ici qu'on a choisi de tourner notre émission spéciale Maison Connectée dans un appartement témoin. Suivez-moi, on monte au 7e étage. Et bienvenue ici au dernier étage du Village by CA où nous avons créé ce magnifique appartement témoin pour cette émission spéciale sur la maison connectée. Nous sommes dans la Creativity Room au dernier étage du Village by CA, un bel endroit où on peut travailler ici avec comme chroniqueur cette semaine à mes côtés le fantastique Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Bonne année. Bonne année, Pache Salut. Moi j'étais pas. T'étais pas avec nous en duplex de Sydney. Hélas, j'étais pas à Sydney. Sur place avec nous, il a fait le déplacement depuis la Belgique pour faire cette émission. Notre spécialiste, entre autres, de la maison connectée, le fantastique également, l'exceptionnel, Christophe Degrave d'Underside. Bonjour Christophe. On fait des synonymes. Salut à tout le monde et puis surtout une bonne année, Laurent aussi. En fait, on n'a pas encore eu l'occasion vraiment de se voir, donc voilà. Et puis j'espère que ça va super bien se passer. Et je suis hyper motivé par cette thématique de la maison connectée. On a réuni plein d'objets, on va en parler dans un instant. En duplex, toujours sur son plus beau profil, Monsieur Didier Poulicani de Mac Forever. Salut Didier. Et salut les Corses et les Belges. Et vous allez bien? Bonne année aussi, hein, ça fait plaisir de se recevoir et de se revoir. Et je suis très motivé aussi comme Christophe parce que j'adore tous ces trucs. Voilà, j'ai une maison qui est connectée de partout. Et enfin, un salut particulier comme chaque semaine aux membres du Club ORLM. Vous savez, c'est la version premium VIP de notre chaîne YouTube. Merci de soutenir ORLM et ses équipes contre un abonnement. En contrepartie, vous pouvez regarder l'émission un petit peu en avance et vous pouvez venir assister aux enregistrements de l'émission, venir visiter nos studios. Tous les renseignements, c'est dans la description de la vidéo ou en scannant encore ce QR code. Un mot également au sujet de nos sponsors de cette émission. Cette semaine, notre sponsor principal, c'est NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser, bien sûr, votre navigation sur le net, mais aussi bien pour votre Mac, votre iPhone, votre iPad et même l'Apple TV qui nous sert à avoir ici Didier en duplex ou encore le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo non disponibles en France sur Netflix notamment. Nous en dirons plus avec Laurent dans un instant. Autre sponsor cette semaine, un nouveau sponsor dans On refait le Mac, il est d'actualité avec la maison connectée, il s'agit d'Aqara. La marque spécialiste des objets connectés vous propose une vaste compatibilité avec Apple Home et HomeKit notamment, mais aussi avec toutes les autres plateformes et assistants vocaux, Alexa ou Google. Vraiment la force d'Aqara, c'est la largesse de l'écosystème, capable d'offrir une solution de maison intelligente complète et pas seulement de proposer une catégorie de produits. Vous avez vraiment tout l'éventail de produits nécessaires à connecter la maison, du contrôle du chauffage ou encore à l'éclairage ou encore la surveillance. Et effectivement, tout l'intérêt, c'est de permettre, on va en parler, ça va être un gros chapitre de cette émission,
une interaction entre ces différents objets. La chance avec Aquara, c'est qu'ils ont toute la famille des produits qu'on a besoin quasiment pour connecter une maison. Donc, pas de surprise pour l'interopérabilité. Et enfin, une grande stabilité, une grande connectivité grâce à la prise en charge seulement, bien sûr, du Wi-Fi, mais également de standards importants. On va en parler avec Christophe tout à l'heure, comme le Zigbee, le Thread ou encore Matter. Et parmi nos produits chouchous qu'on a beaucoup aimés dans la gamme Aquara, il s'agit bien sûr du Doorlock U200. Hein, c'est le petit produit qui est juste derrière Christophe. C'est leur nouvelle serrure connectée qui a une particularité, c'est qu'elle est compatible HomeKit et qu'en plus, elle a un petit système de déverrouillage à code déporté avec un système de reconnaissance d'empreintes digitales comme Touch ID. La force du système, c'est que c'est l'un des premiers systèmes du marché compatible HomeKey, Apple Key, je ne sais plus comment ça s'appelle, Apple Key. Et donc, vous approchez votre téléphone et ça s'ouvre automatiquement. Et vous pouvez partager cette clé avec n'importe qui, avec un invité, avec un membre de la famille. C'est assez génial. On aime beaucoup la Doorbell G4 également, qui est une sonnette connectée compatible HomeKit. Donc, quand ça appuie, l'image arrive directement sur l'iPhone. Pas besoin de lancer une application tierce. Idem pour la caméra Objet 3, qui est une caméra 100% HomeKit. Donc, vous l'avez bien compris, ça tombe bien pour cette émission, Aquara a fait le choix d'Apple HomeKit et donc également d'HomeKey. Et pour vous qui regardez, on refait le Mac, le site domadou.fr, votre boutique de domotique au meilleur prix, vous propose une remise de moins 15% sur toute la gamme Aquara en tapant le code ACARA15 sur la boutique www.domadou.fr. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, mais également en scannant ce QR code. Allez, premier sondage de cette émission, il est consacré aux objets connectés et un peu à la tendance qu'on en a et qui est arrivée, qui vient que cette année, on a choisi d'angler différemment cette émission parce que quelque part, on est un peu émoussé par ces objets connectés et un petit peu déçu. Utilisateurs d'objets connectés, lumière, caméra, serrure, enceinte à la maison, quels sont les principaux manques de votre installation suite à votre expérience au quotidien ? Et vous étiez quand même 46,5% à considérer que malgré tout, ou après toutes ces années, la configuration est encore capricieuse. 39,4% à dire que les différences majeures, les différentes marques ont du mal à fonctionner ensemble. Ce sera vraiment un moment important de l'émission où on va essayer de trouver des solutions. Mon réseau Wi-Fi n'est pas assez puissant, 8,5%. C'est encore un problème, on va longuement en parler ce soir. Et l'installation demeure encore trop complexe, 5,6%. Premier chapitre de cette émission, on va essayer de répondre à une question toute simple, les amis. Pourquoi les objets connectés, ça marche toujours pas si bien? Marche pas si bien que prévu, les objets connectés. On a tous fait l'expérience après avoir vraiment développé mis en gras plusieurs objets connectés à la maison. On a un vrai écosystème. Après quelques jours, après quelques mois, les choses commencent à se déconnecter sans explication. Regardez ce que nous dit à l'image de DBA France. Impossible d'intégrer Zigbee, Alexa ou Home, ou encore Sébastien Marcouch, toujours sur Twitter. Salut l'équipe, meilleurs vœux à vous Sébastien. Galère de tout centraliser, hein, c'est ça l'enjeu. Apple, Maison, Tidom, Home Connect, Cozy Touch Atlantique, Supple, Philips Hue et Aquara compatibles avec Maison d'Apple. On a bien choisi notre sponsor cette semaine, donc c'est pas du tout prémédité. Donc une app pour chaque élément. On a tous fait l'expérience, les amis. Encore une fois, nous récemment au studio, là on est parti plusieurs semaines, 15 jours, 3 semaines. On est revenu, on a demandé à l'assistant vocal, je ne dis pas son nom, sinon il va se mettre en route, d'Apple d'allumer les lumières. Il a refusé de les allumer. Et puis le lendemain, on n'a rien touché. Le lendemain, ça s'est reconnecté. Tu nous as donné quelques conseils. Allume, redémarre l'Apple TV. Enfin, on a tous fait ce constat-là d'une relative instabilité. Comment on peut expliquer ça? Mais tout simplement parce que, de un, c'est tu vois, un petit peu comme une lasagne. Il y a tout un tas de couches dans une maison connectée, dans une domotique. Il y a tout un tas de couches. Et donc, forcément, le nombre de couches crée une certaine complexité. Et dans le cas dont tu parles, c'est tout simplement le fait que les objets connectés doivent faire, sans être connectés à du courant, sans être alimentés, doivent faire la rétention d'informations de configuration. Ça, c'est une première chose. Et donc, en dépendant des différents objets, il leur est possible de conserver l'information pendant plus ou moins longtemps. Ça, c'est une toute première chose. Et donc, effectivement, tu les allumes, tu n'as plus forcément l'information de configuration, donc il faut refaire la configuration, alors même que ton pont connecté, lui, pense que l'objet est toujours existant, essaie de s'adresser à lui, alors qu'il ne peut plus le faire parce que la configuration de l'autre côté n'est plus là.
ou même, tout simplement, l'objet ayant été absent pendant un certain temps, il y a eu des essais-erreurs qui ont été effectués par le pont, par l'application, par le serveur, peu importe, et ça peut mener aussi à tout simplement une confusion et au fait que certaines applications vont tout simplement ne plus essayer, ne vont plus faire de tentatives de connexion avec l'objet qui a été débranché. Donc on a bien conscience que même si ça peut pas sembler pas très compliqué, nous qui sommes quand même des geeks et des utilisateurs avancés, on imagine un utilisateur lambda face à ces problématiques, ils peuvent rendre l'âme. Tu nous disais en préparant cette émission, Laurent, que toi, tu as moins de difficultés avec moins de mésaventures comme celle-là lorsqu'il y a un pont. Tu penses notamment aux solutions de Philips Hue, c'est ça? Ouais, en fait, comme je disais, comme je dis souvent, j'ai une centaine d'objets connectés. Donc forcément, c'est frustrant parce que ils utilisent pas tous les mêmes technologies, les mêmes approches. Certains sont autonomes, c'est-à-dire ils se connectent directement à Wi-Fi ou quel que soit le protocole, que ce soit Matter, Threads ou autre chose. Certains c'est du Wi-Fi, puis certains c'est avec un pont. Donc à un moment donné, j'ai voulu éliminer les ponts en me disant je sors les ponts parce que finalement c'est un élément en plus dans le système. Plier les ponts. Mais tant pis, on en revient à la lasagne. Je suis assez d'accord, c'est une belle image. Pénible, hein. Sauf que tu te rends compte que finalement le système de tout ce que j'ai, ce qui fonctionne le mieux, c'est Philips Hue. Et du coup, il y a ce fameux bridge, ce fameux pont qui est utilisé. Donc, j'ai repris le système à l'envers, de me dire mais pourquoi ça fonctionne bien. Et en fait, la frustration, elle est de la diversité des approches. Quand il y a des systèmes qui sont autonomes, ils sont souvent, par exemple, les ampoules, elles jouent elles-mêmes leur propre rôle de pont elles-mêmes, donc elles sont un peu plus chères parce que elles intègrent le Wi-Fi, elles intègrent et tu te retrouves dans une configuration où moi par exemple je passe mon temps à dévisser des ampoules pour les rallumer quoi. Tu vois, je les dévisse parce que elles sont connectées en permanence, tu vois, et c'est moins stable que les solutions qui ont des ponts. Donc d'une manière générale, plus la marque est connue, c'est-à-dire tu vois Philips, finalement, c'est assez stable. Et après, dès que tu vas sur des trucs exotiques, par exemple, moi j'ai commandé des solutions sur Amazon ou en Chine qui sont soi-disant compatibles HomeKit. Le matin, je me lève, les lumières elles sont allumées alors que j'ai jamais commandé de les allumer, quoi. Donc, tu te rends compte que ouais, l'exotisme n'est pas toujours gage de. J'en ai testé beaucoup. Hein. Christophe, tu as fait le même constat. Didier, pardon, tu as fait le même constat de ton côté, du côté du sud de la France, où il fait un peu plus chaud qu'ici, où il pleut jamais, et donc les objets connectés, forcément, ils marchent mieux là-bas. Écoute, je ne sais pas s'ils marchent mieux dans le sud, mais en tout cas, moi, j'en ai mis quand même partout. Et je les utilise quand même tous les jours. Donc vraiment, si ça m'avait cassé les pieds, je pense que j'en aurais déconnecté pas mal. C'est vrai que j'ai mis du Philips Hue quasiment partout pour les lumières. Déjà parce qu'il y a un gros choix et qu'effectivement c'est assez stable. Une fois que tu as mis ton pont et tout, en général, ça marche plutôt pas mal. J'ai hésité beaucoup, tu vois, à mettre une serrure connectée. On l'utilise tous les jours pour aller au bureau. C'est tellement pratique ce truc. Et je dirais qu'en fait, ce que je fais, c'est que je limite surtout l'usage des assistants. Parce que c'est ça qui agace, c'est ça souvent des fois qui marche pas bien, le Siri qui a pas bien compris, le HomePod qui est pas sur le bon réseau, etc. Et du coup, je me suis aperçu qu'en faisant ça, c'est-à-dire bon, j'arrive au bureau, je lui demande d'allumer toutes les lumières, en général ça marche. Si j'ai pas trop de réseau Wi-Fi, en général ça marche. Et quand j'ai besoin de faire des choses un petit peu plus complexes, souvent je vais dans les applications dédiées, tu vois Philips Hue qui a son appli, tu peux faire des scénarios, etc. Donc je pense que nous qui utilisons ça depuis longtemps, on a trouvé aussi les moyens de pas se faire trop embêter. Mais c'est vrai que pour l'utilisateur lambda, moi je trouve que le conseil de Laurent est bon de dire reste sur des marques un peu connues, même si elles sont un petit peu chères, reste dans l'écosystème Apple si tu n'as que des iPhones, des Macs, des Apple TV, etc. Et ce sera beaucoup plus simple à gérer. Si tu commences à bidouiller un peu, à avoir plein de systèmes différents, là tu sais que les galères vont commencer, quoi. Sans parler qu'il y a beaucoup de solutions qu'on ne trouve pas chères, effectivement, mais qui ne sont pas compatibles Alexa ou Google Home ou HomeKit et nécessitent une application dédiée. Et forcément, pour chaque ampoule, il faut lancer une application différente, ou appelant que ce n'est pas forcément idéal. On le disait à l'instant, des réseaux Wi-Fi différents, Didier. Ça, c'est s'il y a des conseils à donner pour éviter ces problèmes et expliquer pourquoi un écosystème de maisons connectées ne fonctionne pas, c'est que souvent, on peut avoir différents réseaux Wi-Fi à la maison. Oui. C'est le cas, par exemple, de Didier. Toi, tu as un réseau Orbi de Netgear, plus une Freebox. Et donc, on peut avoir de temps en temps un objet connecté qui se connecte sur le mauvais réseau. Tout à fait. Donc, après, je ne connais pas le cas de figure chez Didier, mais la bonne façon de faire est de toute façon de ne pas avoir
plein de réseaux différents qui sont émis par différents objets. Donc là, dans le cas de Didier, il y a sans doute une bonne raison en fait pour laquelle sa Freebox Non, mais je peux t'expliquer un active. truc. Ouais. Par exemple, au bureau, moi j'ai mis un réseau pour la sécurité où j'ai pas envie que tout le monde y accède, tu vois. Et j'ai mis un réseau pour, par exemple, les lumières où tout le monde peut y accéder pour régler les C'est lumières. ça. Donc, et tu vois, C'est j'ai pas les mêmes séparé un bornes petit peu Wi-Fi. les deux. Mais Et ouais. oui, mais en fait, le problème, en fait, il n'est pas tellement sur les objets connectés, parce que les objets connectés, souvent, tu les lis à un réseau Wi-Fi. En général, ils n'en bougent pas. Ils prennent voilà, le signal le plus proche, etc. Ça marche. Le vrai problème que j'ai eu, moi, c'était les HomePod, parce que j'ai plusieurs HomePod à la maison. Et des fois, j'en sais rien, les bornes Wi-Fi se déconnectent, ou effectivement, tu as plusieurs réseaux Wi-Fi pour X raisons. J'en sais rien, tu as celui de la Freebox. Alors, il vaut mieux le désactiver, mais tu peux avoir un réseau pour la sécurité, un réseau pour d'autres, mais qui sont mémorisés dans ton iPhone. Et en fait, le HomePod, lui, il reprend tous les réseaux de ton iPhone. Donc, en fait, l'idéal, c'est de mettre ton HomePod avec un autre ID Apple. Enfin, tu vois la galère un peu et de switcher les ID. Mais en fait, il y a quand même des moments où dès que tu veux un peu de complexité, Apple ne te permet pas de bloquer, par exemple, un HomePod sur un réseau dédié. Et c'est un vrai problème. Je l'ai eu chez pas mal de gens comme ça qui avaient des réseaux compliqués. Des fois, tu as un réseau pour tes panneaux solaires que tu n'as pas envie de mettre sur autre chose, mais tu as envie de l'avoir sur ton iPhone, tu vois. Et ben le HomePod, il va arriver à se connecter dessus alors que tu le veux pas, quoi. Donc, Voilà. le réflexe, c'est quand on a une box à la maison, et qu'on veut créer un vrai réseau avec du Wi-Fi 7, par exemple, avec du Orbi, comme on a reçu C'est ça. ici, il faut pas avoir plusieurs réseaux à la maison. L'objectif, c'est de se dire, on va à la simplicité, comme les Anglais peuvent dire KISS, keep it simple and stupid, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place le plus simple possible. Est-ce que mon réseau de la Freebox, par exemple, va suffire? Oui, ok, du coup, j'ai pas besoin parce que j'ai une pièce, j'ai un appartement avec une chambre, c'est ok, ça couvre partout. Du coup, j'ai peut-être pas besoin d'un Wi-Fi dédié. Par contre, j'ai une surface plus importante, j'ai envie peut-être d'une bande passante qui est différemment configurée. Je vais éventuellement vouloir ajouter des bornes Wi-Fi et tout un réseau Wi-Fi qui va fonctionner en mesh, par exemple, donc vraiment en maillage pour me permettre d'aller chercher les moindres recoins de la maison. Et après, derrière, le truc, c'est que on revient à la lasagne et à cette complexité, c'est que à la fin du fin, ça reste de l'informatique et de la configuration de réseau. Ouais. Et donc là où Didier parle de HomePod qui se reconnecte à des réseaux Wi-Fi sans l'avoir demandé, je vois très bien quel est le mécanisme derrière, parce que c'est mon métier. Je vois le mécanisme derrière, c'est le partage au travers de tous les outils d'Apple d'une même base de données de mots de passe. Ouais. Et donc, ça va venir sur chacun des appareils. Et surtout, il n'y a pas une configuration qui a été faite sur les différents réseaux Wi-Fi en disant refuse cette adresse réseau, refuse cette MAC adresse en fait, donc vraiment l'identifiant qui avant était un identifiant unique, bon aujourd'hui c'est plus le cas, mais qui est l'identifiant unique de ton périphérique et ne l'accepte pas sur certains réseaux. Donc il y a une vraie configuration d'informaticien à faire sur ce genre de réseau, ce pourquoi il y a une certaine complexité que des gens comme Apple devraient tacler dans le futur, parce que sinon on en arrive à ton introduction, c'est parfois frustrant à cause de ça. Maintenant, pour en revenir au niveau des réseaux Wi-Fi, certaines personnes vont plutôt se dire on va partir vers un Wi-Fi 6 E avec du 5 GHz, éventuellement du 6 GHz, du 2,4 GHz. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Les gens pensent souvent en fait vont plutôt prendre la voie du réseau Wi-Fi avec le plus de bandes passantes, etc. Alors que c'est peut-être pas la bonne chose à faire. On va en parler du 2,4 GHz. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Donc concrètement, si j'ai bien compris, si vous avez par exemple une vieille box, mais que le réseau Wi-Fi n'est pas coupé, et à côté vous avez des bornes plus récentes, coupez votre réseau Wi-Fi originel. Faites dans votre iPhone, votre Mac, oubliez le réseau précédent. Sinon, certains objets connectés ou certains ponts ont tendance à se connecter sur l'ancien réseau. Exactement. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que si on a par exemple une Freebox qui fonctionne en 5 GHz par exemple, et puis qu'à côté on a mis un réseau en place en fait qui fonctionne également sur du 5 GHz, on a des canaux sur le Wi-Fi. On a un certain nombre de canaux et c'est pas illimité. Et il suffit que pour une raison ou une autre, la Freebox ne soit pas suffisamment intelligente ou l'autre réseau Wi-Fi ne soit pas suffisamment intelligent, ils vont réellement parler sur les mêmes plages de fréquences, sur les mêmes canaux,
Et on va se retrouver dans une situation où tout simplement les deux réseaux Wi-Fi ne vont pas bien fonctionner. Ouais, on va en parler sur les bonnes configs tout à l'heure sur le chapitre consacré au Wi-Fi. Une chose que tu me disais en préparant cette émission, Laurent, qui peut expliquer notamment que par moment, certaines lumières ne fonctionnent plus, etc. Toi, tu as une sacro-sainte horreur, c'est que ta femme de ménage éteigne la lumière. C'est vrai qu'elle a une tendance à éteindre les objets connectés avec l'interrupteur. Dans le mur. Ouais. C'est normal d'éteindre la lumière avec le mur. Ouais, mais sauf que quand ton objet il est connecté un petit peu plus loin, ben, quand tu le coupes, C'est un risque qu'il se déconnecte, qu'il ne se reconnecte il pas. se déconnecte, surtout que quand ensuite tu lui dis d'allumer, il ne s'allume pas. Moi, j'ai une solution pourtant. Le Attends, Tesla Bot. C'est Le Tesla Bot. le Tesla Bot. Ah oui, pas mal, ouais. Non, mais tu sais, c'est cette histoire en... je J'ai crois pas que c'est en- compris la ref. les Ben, gars. tu remplaces par un robot. Tu Ah, remplaces oui. Et ta tu sais, femme de c'est- ménage. Il faut avoir les moyens, les amis. C'est cette légende urbaine en Afrique du Sud, je crois, où aux soins intensifs, tous les matins à 5 heures du matin, les patients en soins intensifs mouraient. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, c'était la femme de ménage qui débranchait le respirateur pour brancher Mais non. l'aspirateur. C'est une histoire qui se raconte, je ne pense pas qu'elle soit vraie, il faudrait la vérifier, mais je ne pense pas qu'elle soit vraie. Et, mais là, c'est pareil. Donc moi, un des trucs que j'ai fait, pour répondre à ce problème-là, je l'ai contourné avec de deux manières. Le premier, c'est que j'ai mis dans certains interrupteurs un petit objet connecté. Ok, c'est-à-dire qui est tout petit, c'est À Fibaro. l'intérieur, dans le mur. À l'intérieur, c'est un truc qui est grand comme, voilà, mes 2 pouces là, tu vois. C'est vrai qu'il se met à l'intérieur du boîtier Blanc et orange. et tu rebranches tes câbles. Donc, et c'est lui qui joue le rôle de l'interrupteur. Et ton interrupteur Ça devant, coupe pas l'électricité. non, ton interrupteur change, il fait juste un changement d'état. Ça fonctionne mieux si tu as le neutre qui passe dans les fils. Alors depuis, je ne sais plus quelle année, le neutre est obligatoire dans les gaines qui montent aux lampes. Et pendant longtemps, pour éviter un fil de cuivre, ça coûtait, Ouais. on ne mettait pas le neutre. Donc ça, c'est le premier. Il existe des boîtiers qui acceptent de fonctionner sans neutre. Donc, j'en ai testé 3 marques, aucun qui marche vraiment bien. Il faut avoir quand même, il faut Ah, mais j'ai galéré quand même, j'ai avoir galéré. le cœur accroché quand même pour J'ai pouvoir galéré. Juste faire une un maison point. Le connectée, Fibaro hein. fonctionne sans le neutre alors du coup? Non, le Fibaro, je n'ai pas réussi à le faire C'est le fonctionner. Fibaro qui... Non, Ouais, d'accord. mais par contre, avec le neutre, il marche bien. Ah, j'ai testé autre chose. J'ai testé une solution qui marche plutôt pas mal. C'est depuis le rachat de Netatmo par Legrand. En fait, les solutions de Netatmo sont pas mal parce qu'en fait, tu peux câbler. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux simplifier le câblage de ta maison. Tu dis toutes mes prises sont connectées. Ok. Et si tu les achètes dans des boutiques de gros Ça, généralement, électriques, c'est quand on construit une maison. oui, mais moi, par exemple, j'ai changé toutes mes prises. Ouais. Genre, j'ai changé 1, puis 2, puis à un moment donné, j'ai trouvé un bon plan. C'est trouver des boutiques de vente en gros. Donc, Pour l'électricien. pour électriciens, et souvent quand tu vas là-bas, Ouais, les gens tu ils te nous en disent avais oui, parlé, on ne bien vend sûr. qu'en gros, mais quand tu vas et que tu vas acheter, les gens ils acceptent de te vendre, et tu trouves les prises pour quasiment moitié prix par rapport au commerce normal. Et donc en fait j'ai mis toutes mes prises Legrand. Donc l'avantage c'est que c'est vraiment la prise Legrand, c'est pas une prise moche, c'est la même que celle que tu trouves à la maison. Ouais. Et en fait tu remplaces les interrupteurs. Donc, Par on met des- dans le mur qui font éteindre, pour éteindre et allumer. Ouais, tu les remplaces. Et En fait, ils tu sont les- plus connectés à ils l'électricité. sont plus connectés, c'est des télécommandes. Ça D'ailleurs, devient des télécommandes dans le mur. Et c'est des télécommandes Compris. plates. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu peux rentrer dans des endroits et dire hop, j'ai envie que ça soit connecté et hop, ça allume le truc. Donc, c'est Donc plutôt- voilà un bon type. Donc on a bien compris en résumé que les ponts HomeKit sont capricieux, les Apple TV, il faut faire attention, il ne faut pas hésiter à les redémarrer fréquemment, les mettre à jour parce qu'effectivement ça peut remettre d'équerre son réseau de connecté. Tu parlais avec humour de l'exemple de l'Afrique du Sud, des hôpitaux, mais nous au studio on a pas mal de lumières nanolith notamment qui n'ont pas de pont Wi-Fi. Qui les intègrent en tout cas, hein, qui n'ont pas nécessité de pont U comme Ouais. voilà. Eh bien, souvent ils ne marchaient pas. On disait machin bidule d'Apple allume l'anolith, ça ne marchait pas. Et on s'est rendu compte que la femme de ménage du village qui passe régulièrement passer l'aspirateur branchait son aspirateur sur la prise à la place des nanoliths. Donc elle débranchait les nanoliths fréquemment, il perdait la boussole. Donc ça c'est un point à surveiller. Dans ce cadre-là, tu vois, Olivier, je pense que c'est vraiment aussi le produit. J'adore les nanoliths, j'en ai chez moi. C'est très beau, en fait. J'adore ce qu'ils font. Mais par contre, Marque je trouve, australienne. je trouve qu'en termes de stabilité et de facilité de configuration, c'est certainement pas les meilleurs objets connectés. C'est même Non, mais très réellement, beau, mais c'est compliqué. c'est excessivement beau, mais parfois, il est en pas de réponse sur HomeKit et tu sais pas pourquoi. Tu parlais de Philips Hue, donc ça reste un des systèmes les plus stables, souvent un peu plus onéreux, on en parlera tout à l'heure,
que la concurrence, donc, mais c'est de la qualité. Moi, j'ai un truc qui est bizarre à la maison. Moi, j'ai une lampe dans mon salon qui est une lampe Pistrello, tu sais, une classique du design, et qui a 3 petits ampoules. Adoré par Steve Jobs. Adoré par Steve Jobs, la référence. Et 3 petites ampoules à douille, que j'ai bien sûr mis des ampoules HomeKit You. Et quand je demande à Pistrello de s'allumer, une fois sur 2, il n'y a que 2 ampoules sur 3 qui s'allument. Alors que tu as fait un groupe. Alors que j'ai fait un groupe, comme tu m'avais expliqué de le faire, dans HomeKit, et ça s'arrachait les cheveux. Une fois sur 2, il y a 2 ampoules sur 3 qui s'allument. Alors, moi j'ai une Pipistrel plus moderne que la tienne, plus récente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des LED à l'intérieur. Elle est déjà connectée? Non, elle n'est pas connectée, mais par contre, je l'ai connectée, moi, avec du coup une prise, et j'ai pas ce problème. Mais dans mon couloir, j'ai 3 lampes. J'ai 2 lampes normales, la douille, je crois, E27, elle s'appelle. Et puis j'ai la, je sais jamais comment elle s'appelle, 110, truc là, celle qui est encastrée. Peu importe. Et donc en fait, j'en ai 3 alignés. Et il peut m'arriver de temps en temps que c'est plutôt à l'extinction, moi. C'est plutôt à l'extinction qu'elles ne s'éteignent pas. Donc quand je les allume, les 3 s'allument, mais à l'extinction. Maintenant, ce sont des lampes que j'utilise énormément. C'est-à-dire c'est le couloir, donc dès que c'est un couloir en plus qui est aveugle, donc dès qu'on rentre dans le couloir, on allume. C'est une lampe qui se coupe toute seule la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les heures, c'est à 10 heures, elle a une luminosité qui baisse, à 11 heures, elle a une luminosité qui baisse encore, parce que c'est le couloir où il y a la chambre des enfants, et à minuit, elle s'éteint. Et en fait, ça marche, à minuit, ça s'éteint toujours. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est dans la journée que j'ai ce problème. Tu vois, mais... Tu étais voir ton Apple TV comme m'a conseillé de... Non, parce que c'est Philips Hue, donc elle n'est pas... Non. Elle n'est pas HomeKit. Oui, mais c'est l'ordre donné par Philips Hue. Donc, c'est le bon qui donne l'ordre. C'est pas... moi, ça m'a résolu pas mal de problèmes. Ouais, mais non. En gros, tu me disais d'aller dans les réglages de l'Apple TV, c'est ça? De sélectionner HomeKit, c'est ça? C'est ça. Donc, tu vas dans la partie configuration, la partie qui parle de Home. Et puis, tu as la possibilité, tu as l'option de l'activer ou de la désactiver comme pont pour ta maison. Et donc, l'objectif, quand tu as plusieurs ponts et qu'il y en a un qui ne fonctionne pas bien, c'est de désactiver ce pont et de le réactiver. Voilà. Quitte à même redémarrer à un moment donné ton Apple TV. Et elle va reprendre naturellement le rôle de pont tel qu'on le désire, fonctionnel, et qui ne posera plus de problème a priori dans Home. Il y a à l'écoute de nos mésaventures qui ne sont pas dramatiques, mais qui peuvent... qui nous posent des problèmes en tant qu'utilisateurs avancés, on peut comprendre que le grand public se décourage assez rapidement et que 10 ans, 12 ans après l'émergence des premiers objets connectés, on est loin d'atteindre la maturité qu'on pourrait espérer aujourd'hui, Didier. Et ce qui explique que finalement, très rapidement, le grand public ne va pas au-delà de quelques ampoules et ne cherche pas véritablement à connecter toute une maison. Alors, moi, il y a quand même beaucoup de gens autour de moi qui sont quand même assez geeks, qui ont les téléphones, qui jouent un peu avec plein de trucs, qui jouent sur PC, etc. Et qui n'ont pas du tout de... D'ailleurs, en ce moment, tu sais, je fais passer des entretiens, tout ça, je pose les questions souvent, est-ce que vous avez des objets connectés? Et je m'aperçois qu'en fait, la majorité n'en a pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à un moment où tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu as de grandes chances qu'il ait quelque chose... Enfin, il aura peut-être un petit truc connecté chez lui, une caméra, une sonnette ou un truc comme ça, mais une vraie maison connectée comme on a nous, assez peu. Et un deuxième point aussi que je remarque, c'est que au début, moi, j'ai commencé par les lumières. On m'a dit, prends des Hue, j'ai pris des Hue, j'ai mis mon petit HomePod, tout ça. Et en fait, tu as une espèce de frénésie des objets connectés, parce qu'après, tu commences à faire tes règles. Enfin, je pense qu'on va en parler après, mais il y a le côté où tu commences avec les lumières, ça marche pas trop mal, le HomePod. Tu vois, moi, j'adore me lever, tu dis, joue Apple Music. Il y a quand même plein de trucs cool là-dedans, les serrures connectées, tout ça. Et tu commences à mettre des trucs, tout ça. Et en fait, quand ça commence à être le bordel, quand ton assistant, c'est plus dans la pièce où t'es, quand tu commences à allumer la chambre du bébé ou du salon, il t'allume la chambre du bébé et que ça le réveille. Enfin, tu vois, il y a des moments de grande solitude là-dedans. Et c'est vrai que même des gens aguerris, à la fin, des fois, ont envie de tout jeter par les fenêtres. Donc, c'est sûr que pour l'instant, le conseil de la simplicité, je pense que c'est le meilleur, tant que tout ce truc-là de Matter, de Zigbee, de HomeKit et tout, tant que ce truc-là n'arrive pas à trouver un point un peu rationnel et qu'on arrive à se dire, bon, je peux acheter ça sans mettre ma maison en vrac, en fait. Tu l'as illustré tout à l'heure par cette mésaventure de Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est souvent l'un des principaux, un des centres des difficultés de la maison connectée. On va s'attarder un instant sur le Wi-Fi, parce qu'on a beaucoup de questions autour du Wi-Fi, et notamment autour du nouveau standard de la norme Wi-Fi, le Wi-Fi 7.
Il investir dans le Wi-Fi 7, beaucoup de questions autour du Wi-Fi cette semaine, les amis, notamment de Geoffrey. Alors, c'est pas forcément lié au Wi-Fi 7, mais on va y aller progressivement. Bon nombre d'appareils nécessitent un réseau 2,4 GHz pour la première connexion. Or, pas mal de routeurs ne permettent pas de séparer les réseaux, ce qui complique l'installation de ces produits. Autre réaction sur Twitter, regarde Christophe de Mano. J'ai installé des nanonifs, on en parlait tout à l'heure, des lines, elements et shapes, triangles. Chez moi, à chaque fois, la configuration via le NFC est compliquée. De plus, ces lumières ne fonctionnent que sur le réseau 2,4 GHz en Wi-Fi. Il faut donc configurer sa box pour dissocier ces réseaux 2,4 et 5 GHz. Autre réaction de John MJ. Salut la team et meilleurs vœux à vous. Je n'ai pas de souci particulier avec mes ampoules et prises connectées, mais j'aimerais pouvoir utiliser que le réseau 5 GHz au lieu du 2,4 GHz. Est-ce possible? Est-ce que cela change vraiment au quotidien? Des conseils? Merci. Alors, comment ça se fait que, allez, ça fait 12 ans que les objets connectés existent, la plupart soient encore en 2,4 GHz. Est-ce que c'est un vrai problème ou pas concrètement Non, ce point-là? c'est pas du tout un vrai problème. C'est-à-dire que dans la norme Wi-Fi, il est préférable pour des objets connectés qui ne vont pas faire passer de la vidéo, du son, ce genre de choses, d'utiliser le 2,4 GHz. Parce que le 2,4 GHz, certes, permet de faire passer moins de données au même moment sur le réseau, en termes de rapidité, j'entends, en termes de bande passante, mais par contre va porter plus loin. Et c'est exactement ce qu'il nous faut pour des objets connectés. C'est-à-dire qu'une ampoule, tu as besoin d'un 0 ou un 1 pour l'allumer. Tu ne fais pas passer de la vidéo. À peu de choses près, tu ne fais pas passer de la vidéo. Même si tu dois changer la colorimétrie de l'ampoule, ça va pas. C'est juste un ordre. Voilà, ça va pas être énorme, c'est juste un ordre. Récupérer le statut de ta porte, est-ce qu'elle est ouverte ou fermée, ça ne demande pas non plus énormément de bande passante. Donc le 2,4 GHz sur le standard Wi-Fi, pour tous les périphériques intelligents de la maison qui peuvent et qui doivent utiliser le Wi-Fi, le 2,4 GHz est la norme à choisir. Et il faut pousser sur le 5 GHz et le 6 GHz tous les ordinateurs et les télévisions connectées, etc. Il faut les pousser sur le 5 et le 6 GHz. Qui ont besoin de la bande passante. Qui ont besoin de la bande passante. Ou les caméras de surveillance. Exactement. Et comme ça, on laisse le 2,4 GHz vraiment pour les objets connectés. Et le 5 et le 6 GHz, on va les laisser avec leur bande passante plus importante pour tout ce qui est ordinateur et ce genre de choses. Pourquoi on doit choisir le 2,4 GHz? Je l'ai expliqué. Donc, peu de bande passante, mais par contre, ça nous permet d'aller toucher des recoins de la maison qu'on ne pourrait pas aller toucher avec du 5 GHz ou du 6 GHz à partir du même point, en tous les cas. Et parce que c'est sans doute ce qui ressemble le plus à tout ce qui est protocole Zigbee, tout ce qui est protocole Matter, etc. En fait, tout simplement parce que tout ça, c'est pensé avec le minimum d'informations qu'on va faire passer, donc le minimum de bande passante, mais de la manière la plus fiable possible. Compris. Voilà. Alors, pour répondre à la question de Geoffrey, pas mal de routeurs ne permettent pas de séparer les réseaux, ce qui complique l'installation de ces produits. C'est un problème. Donc, il faut... c'est un problème. Donc, typiquement, si votre box ne permet pas de le faire, il faut acquérir, on va en parler, on va en parler dans un instant, des solutions de marque tierce. Quoi, oui, bon, après, comme disait notre ami Didier, ça ne sert à rien d'installer un réseau Wi-Fi incroyable juste pour les objets connectés si on n'a que 2 ampoules connectées. Ah, c'est clair. Sauf si on envisage de monter en puissance. Il ne faut pas tuer une mouche avec un bazooka, tu vois. Mais par contre, oui, ça vaut la peine, effectivement, d'avoir un réseau Wi-Fi qui est configurable, sur lequel même aujourd'hui, la plupart des réseaux Wi-Fi modernes permettent d'activer un réseau propre à l'IoT, donc vraiment à l'Internet des objets connectés. Ça, c'est la première chose que tu nous as conseillé lorsqu'on a installé le studio ici au village Basséac. On a voulu se faire plaisir. Et puis, c'est vrai que c'est sympa, c'est pratique. Plutôt qu'allumer une lumière, on a 50 lumières dans le studio, une par une, on dit le mot magique et ça s'allume. Oui. Tu nous as dit il faut créer un réseau dédié. Pourquoi? C'est ça. Tu crées un réseau dédié, ça veut dire en fait que, quelque part, tu es occupé à un autre endroit de la maison, tes enfants, ton épouse, ton compagnon, peu importe. Vous êtes tous occupés à aller voir des séries sur Netflix, à télécharger
la dernière version de macOS, à faire des mises à jour pour la voiture connectée, Ici, peu ils importe. travaillent, hein, ils font pas ça. Voilà. Ouais. Enfin, en tout cas, ça c'est ce qu'on te raconte. Ouais, des mises à jour, ils Mais- le font. Non, ce sont des gens très courageux en régie. Encore merci à eux pour tout ce qu'ils font et entre autres d'être là aujourd'hui à des heures si tardives. Oui, il est tard. Exactement. Mais donc, blague à part, effectivement, quand tu vas faire l'usage du streaming et de ce genre de choses, tu vas prendre de la bande passante. Et ça risque de venir condamner la bande passante qui va être disponible pour les objets connectés. D'accord. Si tu as du 2,4 GHz et que tu ne mets que tes objets connectés dessus, et que de l'autre côté, tu as du 5 et du 6 GHz pour le reste, toute la bande passante, ou presque, va être là pour les objets connectés. Et tu en as besoin, parce que tu n'as pas envie qu'il y ait de la latence. Quand tu appuies sur ton interrupteur mural pour que ta lumière s'allume, tu n'as pas envie que ça dure 5 secondes, ou tu n'as pas envie que ça cherche sur ton smartphone. Et ça, effectivement, c'est entre autres l'une des solutions pour arriver à un résultat cohérent. Donc, tu ne conseilles pas à John de pousser à utiliser des hautes fréquences pour ces objets connectés? Non, pas du tout. Ça ne sert à rien. Tout à fait. Les amis, une réaction en plateau peut-être avec Laurent ou Didier en duplex. Vous avez fait le même choix que de quitter vos box et de partir vers des solutions un peu plus pointues. Il faut en avoir les moyens aussi, hein, on va voir dans un instant, puisqu'on a fait une petite sélection. Mais et de créer justement un réseau dédié pour les objets connectés? Alors, oui et non. Oui, parce que donc j'ai quitté la box. Ok. En fait, la box, je m'en sers aujourd'hui avec un QR code quand les gens viennent à la maison. Et en fait, Le réseau d'invités. c'est le réseau invité, tu vois. Pourquoi tu n'as pas utilisé un réseau invité sur ton infrastructure Wi-Fi? Je l'ai fait aussi, mais Le seul, Il y a un risque, tu as bien compris, hein, c'est que les réseaux, les objets connectés se connectent sur le mauvais réseau. Non, mais alors, je l'ai fait. Le problème, c'est que tu te retrouves avec 3 réseaux et on ne sait jamais plus qui se connecte où. Donc, tu vois, c'était un premier truc. L'intérêt, moi, de changer de réseau, c'était de le rendre, c'est un réseau maillé. Et donc, j'ai étendu, parce que mes 2 maisons ont des formes un peu biscornues. La première, un espèce de truc très long. Et donc, en fait, pour aller jusqu'au bout, il a fallu que je prolonge. Donc j'ai un système dit mesh, donc maillé. On va en parler du mesh avec Christophe. Le vrai problème que j'ai rencontré, c'est qu'au début, j'avais été très intelligent. J'avais dit, je vais tout segmenter. C'est-à-dire, je vais segmenter la partie, même si je ne considère pas que parce que tu es sur ton réseau et que c'est ta partie à toi, elle est sécurisée plus qu'autre chose. On sait qu'on peut le craquer, mais c'était juste de segmenter les parties, ne serait-ce que pour pas se marcher sur les pieds. Et le problème, en fait, j'ai rencontré un petit problème. Le problème, c'est les Apple TV. En fait, comme elles jouent un rôle de pont, le fait qu'elles se retrouvent, soit je les mets sur le réseau des objets connectés, et donc pour y accéder, je suis obligé de passer de l'un à l'autre, soit, ben oui, parce que sinon si je suis sur le réseau qui n'est pas le réseau, par exemple celui où il y a les disques durs et tout ça, qui n'est pas au même endroit, soit je les mets au niveau au-dessus. Mais à ce moment-là, tu te rends compte que tu fais il y a pas de solution. Attends, j'essaie de technique. comprendre. Parce que je suis pas un spécialiste du réseau. Nous ici, donc au studio, on a créé un réseau IoT dédié. On a nos Apple TV en pont qui sont sur le réseau principal. Et tes 2 réseaux se parlent entre eux. Ah voilà, tu me rassures. Il y a une autoroute entre les 2 réseaux. Mais tu as un système qui est hyper technique et tu as un ingénieur qui te l'a configuré ça. Il a passé quelques jours. Voilà. Et quand tu es à la maison chez toi, tu as juste envie que tu puisses le programmer presque depuis ton téléphone. Encore une fois, on n'y est pas, les amis. On est bien d'accord en termes de... Apple l'avait fait. Ouais. Apple l'avait fait avec les bornes AirPort. Oui, avec la borne AirPort et puis le fait d'offrir une approche de configuration de réseau, un peu comme tu pouvais avoir tes adresses email protégées, tout ça. Mais en fait, il abandonne parce qu'il y a personne qui a joué le jeu, quoi. Il y a 2 marques de routeurs qui ont joué le jeu et c'est tout, quoi. Didier, une petite remarque, une réflexion, une observation, une mésaventure. T'aimes bien quand je râle. Donc je vais râler un peu. Moi, j'ai envie de dire aussi, tu sais, aujourd'hui, là, on voit le prix des bornes Wi-Fi, Wi-Fi 7 et tout, enfin, c'est la folie. Et en vrai, le vrai problème de fond du Wi-Fi quand même, et je trouve qu'on le voit pas assez sur le web, c'est que ces bornes sont hyper bridées par la législation en termes de puissance, sans raison. Vraiment. Il n'y a pas de raison de mettre des faibles puissances comme ça sur le Wi-Fi. On avait un peu peur des ondes, etc. Mais c'est illégal aujourd'hui de faire des bornes très puissantes, alors qu'en fait, sur une maison, ça pourrait suffire. L'exemple typique, c'est ton portable qui est dans la poche. Il n'a pas besoin d'avoir
tu vois, plein de bornes autour de la maison pour fonctionner. Donc, on pourrait fonctionner quand même avec du Wi-Fi puissant. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand tu fais un peu le tour comment on appelle ça, des routeurs, enfin des bornes Wi-Fi, t'en as qui sont quand même plus ou moins puissants. Là, j'en ai un de Netgear, pour pas le citer, RS700S, là, je te garantis que lui, il arrose comme jamais. Alors que tu as des petites bornes qui sont... Alors après, il y a l'histoire de cumuler les réseaux, etc. Mais aujourd'hui, le Wi-Fi, en fait, c'est plus une accumulation de réseaux à très très faible puissance, plutôt que de se dire, bon, on pourrait un petit peu bombarder. Et je pense qu'on a été très prévoyant. Maintenant, toutes les études sont sorties sur les ondes électromagnétiques qui disent qu'il n'y a aucun souci, y compris les ondes de téléphone. Et franchement, sur le Wi-Fi, on pourrait un petit peu lâcher la bride. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Christophe et tout, mais moi, j'ai l'impression quand même que le Wi-Fi, tu sors d'une pièce, il est déjà divisé par deux, quoi. Un sujet sensible. Il y a encore un principe de précaution, notamment en France, par rapport à ça. De l'électrosensibilité, etc. Enfin, là, vraiment, je n'ai aucun avis sur la question. Et puis au-delà, il y a un problème de fréquence qui fait que, par rapport à des fréquences utilisées, alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas en France. Oui, tu as un peu les fréquences quand même, mais bon. Des fréquences militaires qui faisaient qu'on ne pouvait pas préempter des fréquences qui étaient réservées à certains usages de l'État, notamment. C'est ça, en dehors de l'aspect médical, etc., où là, je laisse des experts s'exprimer sur le sujet. Voilà. La seule chose que je peux dire, c'est qu'à l'époque où Apple faisait ses AirPort Extreme, etc., dans le manuel, ils indiquaient bien en fait, qu'il ne fallait pas les mettre à moins de 2 à 3 mètres d'une personne. Bon, voilà. Après, je ne sais pas ce que ça avait comme fond. Ne mettez pas une borne Wi-Fi à côté d'une table de nuit, même s'il n'y a pas de grand risque. C'est ça. Je ne sais pas ce que ça a comme... Moi, je suis contre le principe de précaution. Je pense que c'est un truc qui tue nos sociétés, au sens entrepreneurial, prise de risque et tout ça. Mais par contre, sur la santé personnelle, ça coûte rien de le mettre ailleurs, quoi. Ouais, je veux dire, t'endormir avec le téléphone sous l'oreiller, ça sert à rien. Qu'il n'y a pas besoin, quoi. Donc, juste pour revenir sur le sujet... Tu as quand même plein d'objets aujourd'hui. Oui. Non, mais sur ces histoires, quand même, il y a quand même plein d'objets aujourd'hui qui ne sont pas Wi-Fi, qui fonctionnent mieux. Que tu peux mettre tu vois, l'écho de Joko, là, il est à l'autre bout de mon jardin, il capte super bien. Je mets le Wi-Fi, ça marche pas. Donc... Didier, parce que ce sont des normes qui ont été créées pour les objets connectés, comme le Zigbee. Ce qui n'est pas le cas du Wi-Fi. Le Wi-Fi a été le bazooka utilisé pour tuer la mouche. Tu vois, donc c'est vraiment comme ça. Le Bluetooth aujourd'hui, mais vu que l'usage est différent, je trouve qu'on devrait un petit peu repenser ça. Mais moi, je vois quand même beaucoup de gens autour de moi qui se contentent des Wi-Fi de box parce qu'ils n'ont pas envie de mettre plein d'argent dans des bornes parce qu'ils n'arrivent pas à les configurer aussi. Et je pense que la plupart des gens, surtout en appart, ils ont que le Wi-Fi de la box et des fois, voilà, ils captent pas aux toilettes, les objets marchent pas. Donc... Mais c'est un vrai souci. En fait, peut-être que c'est le vrai sujet central, le réseau finalement à la maison, qui a été un peu sous-estimé ces dernières années. Ça reste compliqué quand même de mettre un réseau à la maison, moi je trouve. Ouais. Par rapport à ta question, Didier, tu nous adressais la question de savoir, tiens, est-ce que finalement on ne pourrait pas lâcher un peu la bride maintenant qu'on a des résultats scientifiques qui prouvent que c'est pas trop mauvais au niveau des ondes. Moi, je pense que le truc aussi, tu vois, c'est que si tu as une maison, si tu as une villa 4 façades, tu peux très bien venir positionner ton Wi-Fi et arroser en partie ton jardin, c'est pas trop un problème. Par contre, effectivement, si tu es en appartement, le fait d'avoir des portées beaucoup plus importantes fait qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec une superposition des canaux sur des porteuses avec les voisins, etc. en 2,4, 5 GHz, 5 GHz. Bon, après, ça devient un peu technique, mais aujourd'hui, on sature aussi tous les canaux, toutes les largeurs de bande, justement pour faire passer le plus de données possible, et c'est pas forcément une meilleure idée, je trouve, là-dessus, parce que quand tu as vraiment des gens qui utilisent beaucoup du Wi-Fi à côté de toi, le mec, il peut te saturer aussi tes fréquences, quoi. Totalement. Alors, justement, pour bien vous aiguiller, vous aider à vous équiper, vous avez bien compris que le maillon essentiel d'une chaîne d'objets connectés, ça reste le réseau Wi-Fi. Il ne faut pas se contenter d'une box, il faut aller vers des solutions plus performantes. Alors, si vous êtes en appartement, tu en parlais un instant, pas besoin de déployer un réseau maillé, on va en parler dans un instant. Sauf si tu as 400 mètres carrés dans ton appartement. Oui, mais c'est pas mais c'est vrai que beaucoup de constructeurs, notamment Netgear, qui est américain, conçoivent ces systèmes pour le marché américain. Et les appartements à Paris, ils sont loin de faire 400 mètres carrés pour la plupart des gens qui ont la chance de pouvoir y vivre ou en région parisienne. Bien sûr. Donc, la première catégorie de solutions de bornes Wi-Fi, c'est le routeur. Oui. À quoi ça sert concrètement? Quelle est la différence par rapport aux solutions Orbi que tu aimes bien aussi également?
ou TP-Link que tu utilises à la maison. Et le truc, en fait, c'est que c'est la solution de simplicité. Ton opérateur arrive avec ta connexion Internet et t'offre la possibilité d'avoir la télévision en streaming, t'offre la possibilité pour certains de pouvoir écouter ta musique directement et t'offre aussi la possibilité d'avoir ton Wi-Fi. C'est très simple, c'est facile. Pour certaines, tu as juste à appuyer sur un bouton pour être reconnu sans mot de passe, etc. etc. Donc, c'est la solution de facilité. Donc, c'est une grosse box qui Voilà. projette le plus loin possible, qui arrose un espace comme un appartement. Oui. C'est très bien. C'est une bonne chose, comme on le disait, ça dépend toujours de l'implantation de ton appartement, de quelle façon il y a du métal ou pas dans ton appartement, enfin de plein de choses. Mais oui, c'est très bien si tu as quelques objets connectés et que tu télécharges pas tous les films de Internet. Donc là, il y a des modèles récents, notamment on en voit un derrière toi, le Oui. Nighthawk en Wi-Fi 7, Mhm. qui lui donc, il est idéal pour des appartements parisiens. Oui. Jusqu'à 80-100 mètres carrés. Mhm. Ça arrose large, même s'il y a des cloisons. Disons que, c'est suffisant. Disons que oui, c'est ça, ça peut être suffisant. Puis après, tu as ce qu'on appelle des repeaters. Donc, c'est des répéteurs de signal qui existent en fait sur des box d'opérateurs et qui permettent d'aller un peu plus loin avec le signal, mais qui divisent la bande passante. Et dès qu'on a des appartements un peu plus grands, des duplex, des maisons, là, il faut ce qu'on appelle déployer, ce que tu disais tout à l'heure, un réseau mesh. Donc, c'est ces bornes de TP-Link ou ces bornes Orbi qu'on a reçues également en Wi-Fi 7 qui sont derrière toi. C'est quoi la différence? Comment ça marche? Tout simplement, une borne va servir de pont pour une autre borne, qui elle-même va servir de pont pour une autre borne, etc. Et donc, en fonction de la proximité des bornes, elles vont créer un maillage intelligent au travers de ta superficie d'appartement, de maison, peu importe, de manière à ce que ce soit le même réseau Wi-Fi qui soit délivré de façon la plus cohérente, la plus harmonieuse possible sur ta surface de vie. Et chacune des bornes va prendre en charge une partie de tes objets connectés. Donc ça veut dire que globalement, ça ne va pas être la même borne qui, avec plusieurs répéteurs éventuellement, va se prendre dans la figure en fait l'ensemble de la gestion des objets connectés. Donc si je comprends bien, puisque c'est ça que j'ai déployé à la maison, mais moi je suis resté au Wi-Fi 6, on en parlait du Wi-Fi 7 à l'instant, et depuis j'ai plus aucun problème. On a quand même des enfants sur des tablettes, des Apple TV, j'en passe, des meilleurs, des ordinateurs à n'en plus finir, des consoles de jeux, et ça ne sature jamais. C'est-à-dire que chaque zone couverte par une borne maillée gère ses propres objets connectés et donc il n'y a plus de saturation. Alors, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a moins de saturation parce que si tu veux, il y a, dans la plupart des cas, là c'est des principes très généralistes, c'est que le maillage va être effectué en réalisant des autoroutes entre les différentes bornes. Et que ces autoroutes, ça va souvent être, par exemple, dans le cas du 6E, tu vois, du Wi-Fi 6E, souvent le 6 GHz va être utilisé uniquement pour la communication entre les bornes. C'est-à-dire qu'il y a une autoroute qui se crée pour communiquer entre les bornes qui ne va pas prendre la bande passante des objets connectés, des Apple TV et autres Mac ou iPhone. En sachant qu'à la fin, c'est quand même ta connexion Internet qui va jouer le rôle de goulot d'étranglement vers l'Internet, quoi qu'il advienne. Oui, c'est vrai qu'on le dit à chaque émission, mais combien de personnes nous disent regarde, j'ai la fibre à 10 gigas, formidable, et puis derrière ils ont un vieux Wi-Fi 5. C'est ça, oui, non, mais c'est donc il y a un goulet d'étranglement terrible. Ou du giga en Ethernet, mais effectivement, il faut penser toute la chaîne. Tu vois, c'est un petit peu comme les pros de la hi-fi, les audiophiles, etc. Il faut que ta chaîne de A à Z soit cohérente pour pouvoir profiter de ta connexion au net. Alors, on a vu débarquer en début d'année dernière, on a eu la chance d'interviewer Xavier Niel à ce moment-là, la nouvelle Freebox Ultra qui a popularisé en France le Wi-Fi 7, peut-être même un peu trop, puisqu'on a pris un peu d'avance par rapport aux États-Unis, parce qu'Apple n'a pas encore adopté en masse, malheureusement, le Wi-Fi 7 qui reste cantonné pour l'instant à l'iPhone, pas encore sur le Mac ni sur l'iPad. Et donc, la Freebox Ultra a vraiment popularisé le Wi-Fi 7. Quels sont les vrais avantages? Faut-il adopter aujourd'hui, au moment où on doit s'acheter une box? Est-ce qu'il faut acheter une box encore en 6? On trouve des promos vachement intéressantes en 6E, ou aller se dire, allez, je parie sur le 7. Quels sont les avantages du 7 par rapport aux anciens standards? Par rapport à la norme précédente, tu vas faire du x2, x3 dans la pratique au niveau des transferts des bandes, de la bande passante possible. Tu vois, il y a même des modes de boost, etc. Mais je t'épargne les détails.
Et après, tu as aussi ce qu'on appelle un fond de panier. Donc le fond de panier, ça va être, tu vois, toutes tes machines qui sont connectées à la même borne, en fait, vont pouvoir communiquer avec plus d'informations au même moment, donc de façon simultanée. Donc tu as vraiment ces deux choses, en fait, qui vont pouvoir être supérieures à la norme Wi-Fi 6, 6E, par exemple. D'accord. Didier, tu le disais tout à l'heure, le problème, c'est que ces solutions Wi-Fi 7 sont assez onéreuses. On peut notamment dire qu'on aime beaucoup dans cette émission. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu arriver des modèles un petit peu moins, pas un petit peu moins performants, mais offrant moins de bandes passantes, mais qui sont largement suffisants. Ça devient un peu plus abordable. Là où il fallait presque mettre 2000 € pour avoir un pack de 3 bornes Wi-Fi 7, maintenant, pour le tiers du prix, tu arrives à avoir, moins, tu arrives à avoir des solutions Wi-Fi 7 abordables. C'est nouveau, notamment chez Netgear, de s'intéresser à des marchés un peu moins pro et un peu moins premium, dirons-nous. Oui, alors déjà, ce qu'il faut quand même dire aux gens, c'est que le Wi-Fi 7, c'est un peu la quintessence du Wi-Fi. Enfin, je trouve que le 6E, tu sais, il y avait des distances à respecter, etc. Ça marchait que si tu étais près de la borne. En fait, le Wi-Fi 7, il a un peu rassemblé tout le monde. Et on va dire que globalement, c'est ultra optimisé quand même aujourd'hui par rapport à tous les objets qu'on a ici. Donc, c'est très bien, je trouve, par exemple, que les Freebox soient en Wi-Fi 7 avec des répéteurs, etc. Mais après, tu as Wi-Fi 7 et Wi-Fi 7. C'est-à-dire que le Wi-Fi 7, il peut se décliner, c'est-à-dire qu'il peut proposer plus ou moins de débit. On parlait, tu vois, entre les bornes ou même avec tes objets. Ton iPhone, par exemple, il n'a que 2 antennes. Tu peux avoir des ordinateurs ou des routeurs qui ont 4 antennes, donc ça multiplie un petit peu les débits. Et du coup, tous les Wi-Fi 7 ne se valent pas. Et la vraie différence, en fait, entre les bornes, par exemple, la plus chère de chez Orbi, pourquoi elle est chère? Parce qu'elle a du 10 gigabits, c'est-à-dire si tu as une connexion 10 gigabits avec Free, tu branches ta borne en 10 gigabits et ton Wi-Fi 7, tu auras le maximum du Wi-Fi 7, à condition d'avoir un produit Wi-Fi 7. Tu vois, si tu as toute la chaîne, ce que disait Christophe tout à l'heure. Mais par contre, en fait, la plupart des gens... Oui, c'est ça, mais la plupart des gens, ils n'ont pas forcément des Mac Wi-Fi 7, pas forcément des iPhone Wi-Fi 7. La plupart des objets connectés ne sont pas forcément justement Wi-Fi 7. Et en fait, ce qui est quand même intéressant, effectivement, là-dedans, c'est d'avoir le Wi-Fi 7. Mais après, tu peux avoir des bornes qui ont peut-être que du 2,5 gigabits, tu vois, ça suffit peut-être pour la plupart des gens. Largement. Si tu n'as pas une grosse connexion, etc. Ouais, mais si tu fais du jeu vidéo, des downloads, tu peux vite le saturer à 7-8 personnes. Des fois, c'est ce qu'on a nous au studio, on n'a jamais réussi à le saturer. Dieu sait si on utilise la bande passante. L'image que vous avez là en temps réel, il faut savoir que l'image qu'on vous envoie là en temps réel, elle passe par le réseau. L'image des caméras 4K qu'on utilise, ça vous donne une idée de la consommation de bande passante qu'on a nous au studio. Pardon, la 4K, ça consomme pas tant que ça. Ce qui consomme, par exemple, c'est du download. Si tu fais vraiment du download, il y a des jeux vidéo, tu télécharges plein de trucs, des fois, des mises à jour, des patchs. Et c'est vrai que chez mes parents, il y avait 1 gigabit. Quand tu mettais un download, tu n'as plus personne qui pouvait accéder à Internet. Donc, il y a quand même, quand tu as des gens qui utilisent vraiment le réseau, nous, des fois, on envoie des gros projets, tu vois. Voilà, ça peut te prendre quand même toute la bande passante que tu as derrière. Donc, c'est sûr il faut arriver à trouver l'équilibre entre tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu achètes des bornes, ce serait dommage de ne pas les acheter en Wi-Fi 7, même en prenant celles qui ne sont pas très chères. Je trouve qu'elles fonctionnent globalement mieux que du 6E où il faut être à côté, ou du Wi-Fi 6 qui, quand même, va être amené petit à petit quand même à être ringardisé, effectivement, en termes de débit et en termes de ping aussi. Donc, le Wi-Fi 7, pour moi, c'est quand même une sacrée avancée. Là, on l'a vu au bureau depuis qu'on en a mis. On n'a vraiment aucun souci du tout, tu vois. Ouais, ça a conjugué au passé. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça se popularise. Effectivement, le Wi-Fi 7 ultime est à 27 gigabits par seconde en termes de débit, donc c'est considérable. C'est plus que la plupart des réseaux filaires aujourd'hui. Ça coûtait très cher. On trouve maintenant des versions à 21 gigabits et à 11 gigabits à autour de 600 €, notamment chez Netgear, qui ne sont pas sponsors de cette émission, donc on peut le dire d'autant plus volontiers. Laurent, une chose qu'on oublie souvent aussi au moment de... On parle de réseau, restons-y. Alors, soit évidemment, l'idéal, c'est aussi pouvoir profiter dans sa maison d'un réseau filaire. Si on est propriétaire, de pouvoir câbler un maximum de choses, c'est un avantage pour pouvoir décharger son réseau Wi-Fi. Une chose pas tellement c'est pas tant le décharger, mais c'est d'éliminer le fait que le Wi-Fi, c'est du volatile puisque c'est sans fil, et que donc potentiellement, il y a plus de probabilité que ça se déconnecte. C'est pour ça que moi, quand je peux connecter une Apple TV en filaire, je la connecte. Le Bridge U, il est en filaire. Et tu te rends compte que tous ces ponts et tous ces objets qui peuvent être en filaire, dans le diagnostic, ça permet aussi d'éliminer. Normalement, le filaire n'est pas une source de soucis, quoi. Comme tu dis, même le mesh dont on parlait,
Oui. Tu vois, le maillage. Donc, tu as trois bornes Wi-Fi en Ouais. mèche. Oui. Si tu Orbi relis ou les deux Google en mèche, Scolaire. Certains systèmes te permettent Voilà. en fait de câbler au lieu d'utiliser le Wi-Fi entre les bornes. Ouais. C'est-à-dire pour que chaque créer borne peut être branchée directement à une prise Ah. réseau. un switch. là ouais. c'est le top. Là. Et là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En fait, Ouais. Et effectivement. dernier point, Oui. tu parlais de switch. Oui, oui Didier. Mais je disais, les ordis qui sont plus ou moins fixes, tu vois, si tu as un écran avec ton MacBook Pro ou si tu as un iMac, un Mac mini, si tu as possibilité de le câbler, ça vaut toujours le coup de le câbler, parce qu'en plus, c'est des gros usages. Donc, effectivement, ça encombre pas le Wi-Fi. Et à la maison, tous les objets un peu fixes comme ça, qui sont un peu gros, ça vaut le coup vraiment de mettre de l'Ethernet. Après, on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Hein. Dans les vieilles maisons et tout, il faut faire des gaines. Mais des fois, ça vaut le coup de faire une petite gaine, tu sais. Ouais, et on est pas, et ils vont être propriétaires également. Et tu parlais de switch à l'instant. Oui. Moi, je me plains surtout, c'est que la plupart des objets connectés sont livrés avec, pour qu'ils fonctionnent bien, sont livrés avec des ponts. Et moi, dans mon petite armoire électrique dans la cave, j'ai 5-6 ponts. J'ai un pont pour You, j'ai un pont pour ma serrure connectée, j'ai un pont pour mes caméras, j'ai un pont pour mon thermostat, j'ai un pont. Enfin, c'est incroyable. Et sur ma box ou sur mon Orbi, j'ai pas assez d'entrée. Hein. Non. Donc, il faut un switch. Et il faut investir dans un switch de bonne qualité. Exactement, qui lui fait partie également de la chaîne dont on parlait et qui doit être un switch qui peut supporter des standards tels que du 10 giga ou du giga Ethernet, voire du 2,5 dans certains cas. Il y a plusieurs normes. Mais oui, c'est important d'avoir un switch qui puisse tenir la route. Après, la plupart des ponts se contentent de 100 mégas. Tu vois, donc Ouais. c'est avant le gigabit. Oui, parce que ils sont pas, comme le disait à juste titre tout à l'heure Didier, hein, ils sont pas consommateurs de volume de données. Hein, c'est juste ça. des petites instructions allume éteint. Et même Philips Hue, qui à une époque avait fait le système où tu pouvais brancher le HDMI, tu sais, tu pouvais relier toute L'Ambilight. la pièce. Oui, oui. Et en fait, une partie se passait par le pont. Et en fait, en temps réel, c'était sur du Wi-Fi pour aller ou sur de l'Ethernet, et ça arrivait quand même à faire du temps réel. Tous les éclairages, toutes les lampes de la pièce pouvaient être utilisées comme Tu parles du U-Port. le U-port. Ah oui. Comme l'Ambilight. C'est-à-dire on claire les couleurs, prenez les couleurs de Ouais, l'écran dans la de pièce. télé. Ah, moi, je l'utilise. tous On les regarde jours. un film. Ah ouais, c'est génial. Hein, et le film, les couleurs Oui. du film envahissent les lumières de la maison. Oui, c'est ça en fait, U-Port, c'est une invention de fou furieux. Parce que effectivement, tu peux, si tu as plusieurs lampes, plusieurs lumières situées dans Des ampoules, ta pièce, des- plusieurs des ampoules, LED, etc. voilà, exactement. Donc, si tu as plusieurs sources lumineuses qui sont U, tu vas pouvoir faire en sorte de les situer sur l'application par rapport Exactement. à ta télévision, faire une scène lumineuse, et en fonction de ce qui va arriver sur L'écran. l'HDMI, tu vois, qui se connecte après vers la télévision. Donc ça, l'HDMI avec le signal arrive sur le U-Port. Ensuite, du U-Port, ça repart vers la télévision. Et donc, le petit boîtier connaît les images, voit les images qui vont être passées sur la télévision. Et de là, il crée réellement toute la scène qui te fait vivre une expérience incroyable avec ta PlayStation 5, avec ton film. Tu as des explosions qui se passent partout dans ta pièce, c'est génial. Et en plus de ça, petite parenthèse toujours sur le U-Port en question, une fois que tu as un U-Port dans la maison, tu peux configurer une autre scène, évidemment plus via l'HDMI, mais une autre scène sur un Mac par exemple, que tu vas utiliser pour le jeu vidéo, ou un PC que tu vas utiliser fait. pour le jeu Donc, vidéo. tu veux créer dans une autre automatiquement pièce. des atmosphères lumineuses, des ambiances Des- lumineuses. Des atmosphères, mais qui sont dynamiques. Ouais. Donc, par exemple, chez Loïc, mon deuxième fils, il a son PC. J'ai pas pu lui voilà. Personne n'est Il a voulu parfait. il a voulu un PC, un setup comme il Et appelle il ça joue, pour, ouais, c'est pour ça. pour le jeu vidéo. Et Ouais. il peut jouer sur Mac. Mais bon, Mais ça non, c'est une autre histoire. On en parlera dans cette émission. Et quand il joue, si tu veux, il utilise le port qui est en bas, et autour de lui, il a des U qui réagissent à son jeu vidéo. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un périphérique de fou, quoi. Ouais, moi, juste pour revenir, parce que je pensais pas qu'on parlerait de ça, Oui. hein, mais juste pour. C'est un piège. Non, pas un piège, mais c'est juste pour revenir sur ce sujet de You. C'est intéressant, c'est la première fois que je l'ai testé. J'ai eu le même effet
que la première fois que j'ai testé le Dolby Surround. Tu vois, où tu as le son qui Exactement. arrive de partout. Et en fait, là, tu avais les lumières qui arrivaient de partout. Et en fait, tu te rends compte qu'on s'est habitué finalement au son qui Vous êtes des nous geeks, les gars. envoûte. Mais Vous la êtes des gros lumière a un geeks, quand effet même, hein. génial. Hein. Non. Ah non, un film où ça pète de partout, c'est assez... Quand les lumières elles clignotent derrière dans toi... une salle de cinéma, il n'y a pas de lumière. Mais si, maintenant, non. oui. Ah tu ouais as une nouvelle norme qui existe. Donc, tu as eu du 4DX, tu as eu plein de choses, tu vois, pour agrémenter ta séance au cinéma. Et aujourd'hui, tu as la possibilité, d'ailleurs, ça avait été un de mes coups de cœur, je pense, tu as la possibilité d'avoir sur les côtés de la salle de cinéma un projecteur à droite, un projecteur à gauche. Celui de droite projette à gauche et celui de gauche projette à droite. Et ça prolonge la scène de ton film. Exact. Et certains films sont filmés avec ces petits morceaux en plus qui sont légèrement floutés pour te faire vivre vraiment cette scène lumineuse. Je crois que l'avenir, c'est le Vision Pro, mais on s'aperçoit que... Enfin, Oui. pas de polémique. Non. Un mot à propos de... Polémique. Oui, on va parler dans quelques semaines du Vision Pro. Pardon. Un mot à propos de notre sponsor NordVPN qui propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, aussi bien pour votre Mac, iPhone, iPad, Apple TV et même le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus, Laurent, exclusifs. En gros, toi, tu es un gros adepte de NordVPN et de son VPN. Tu l'utilises pour concrètement? Bien Alors, sûr, d'abord sécurisé. Moi, je reviens d'Australie, du public. J'ai allumé mon NordVPN, j'étais tranquille et j'avais pas peur d'aller sur un réseau Wi-Fi public. ouais. J'étais assez rassuré par ça. Alors, je l'utilise dans deux configurations très différentes. La première, c'est dès que je suis sur un réseau extérieur, c'est-à-dire un endroit où je connais pas, tu vois, je pas chez des amis, pas chez des endroits où je connais. Systématiquement, je me connecte au VPN. Mais tu vois, par exemple, je suis dans un bar en France, j'ai besoin... Habituellement, je me connecte avec mon téléphone. Café. Un café, pardon. Et, On n'est pas à Bastia, monsieur, ici. Oui, excuse-moi. Et donc, en fait, systématiquement, je monte le VPN, donc je déplace en fait la sortie. J'évite le cas du fameux man in the middle, tu vois, qui est assez facile à mettre. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Et le deuxième cas d'usage, c'est quand je suis à mon bureau ou à la maison et que j'ai un besoin de me connecter à un endroit spécifique. Donc c'est quoi un endroit spécifique? Ben, normalement, il y a ce qu'on appelle une neutralité du net, hein, c'est-à-dire que où que tu sois sur la Terre, tu devrais avoir le même Internet, et c'est pas vrai. Ben non. Donc c'est pas vrai, et l'Europe a pas mal acté pour finalement ne pas le faire, parce que toute la validation des cookies, tout ça, tu vois, tu l'as pas dans d'autres pays. Mais au-delà de ça, parfois, tu as besoin d'accéder à des contenus auxquels tu peux pas accéder ailleurs. Donc soit tu veux voir une vidéo qui est pas disponible ailleurs. Le nombre de fois où je prends une vidéo que je prends sur YouTube, une vidéo de Canal+, autour de la F1, un résumé de F1, donc proposé par Canal+, qui est très... et que je l'envoie à Christophe, Qui est en Belgique. qui est en Belgique, il me dit, je peux pas le voir, et en fait... Et oui, parce que c'est zoné. Oui, c'est zoné. Donc, en fait, je m'en sers quand j'ai besoin de me retrouver dans une autre zone. Il n'y a rien de... Tu vois, c'est pas pour faire des choses illégales, pas Non, du tout. pas faire du piratage. Non, c'est juste, j'ai Même besoin si d'avoir tu un contenu. peux, Alors, grâce à ça, avoir des contenus oui, qu'on n'aurait pas... ou qui des sont droits pas dis- où tu n'as pas les droits en dans le France. mais ce problème, c'est qu'on est pris en otage d'un système passéiste. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Le système des droits où il y avait des distributeurs. Aujourd'hui, ce système, pour moi, il est un peu périmé. Après, Bah, je te si, donne... si tu veux regarder un Grand Prix de F1 qui n'est pas abonné à un canal, bah, tu peux trouver Ouais. une chaîne sur le net qui le diffuse en Bon, clair. Après, Elle il y a a... acheté les droits, elle, donc on peut... Voilà, Après, il y a un cas d'usage où tu te rends ou un compte match de que- foot, quoi, voilà. Il y a un Mais autre c'est- autre cas d'usage qui est dans ce cas-là, dans le dernier, dans le second, c'est tu te rends compte que les tarifs de certaines offres ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Bien sûr, tu penses à YouTube, notamment. Je pense à YouTube. Donc, moi, j'étais en Ukraine jusqu'à il n'y a pas longtemps, et puis l'Ukraine n'est plus possible. Mais sur les conseils de mon ami du Sud, là, Le Nîmois. Je suis passé par le Maroc, qui fonctionne bien. C'est un peu plus cher, mais ça reste à un prix décent. Mon fils est abonné à Crunchyroll en Turquie pour 1,50 €, quoi. Ouais. Et mon fils, il paye son abonnement grâce à ça. Donc, C'est-à-dire en que, gros, pour le prix de l'abonnement Crunchyroll, vous avez l'abonnement à NordVPN. ah, ben, largement, c'était, je crois, 12 ou 13 € Ouais. en France, et il le paye 1,50 €, quoi. Donc, Alors, sachez que NordVPN vous fait un cadeau de 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez à une offre VPN de 2 ans. Il suffit pour cela de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou de cliquer sur le lien qui est en bas de la description de la vidéo. Donc 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans pour un prix promo par mois à partir de 2,91 €. Donc le prix d'un petit café par mois, et vous avez le NordVPN. Moi, j'adore NordVPN sur mon Apple TV. C'est un pur régal. L'interface utilisateur est top. Ouais, et puis
Par exemple, quand j'étais en Australie, ça me permet de regarder des chaînes françaises et suivre l'actualité. Mon épouse, qui est australienne, peut regarder toutes les chaînes australiennes, toutes ses séries préférées, ses émissions de télé-réalité, j'en passais des meilleures. Et on peut regarder les chaînes américaines. C'est top. Voilà. Mais merci à NordVPN de nous soutenir. Prochain chapitre, on va répondre à une question toute bête. Est-ce qu'il faut basculer sur HomeKit ou viser l'avenir, à savoir Matter? Oui, Christophe, tu voulais dire quelque chose? Oui, effectivement, tu parles de HomeKit et de Matter. Ouais. C'est deux choses qui ne sont pas du tout incompatibles parce que Matter va être une couche, un protocole de communication qui va être utilisé par HomeKit, qui lui est vraiment le contexte de programmation de Donc Apple. toi, tu les opposes pas. Non, ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Bon, on va justement y répondre parce qu'il y en a beaucoup de questions. Regarde, de Florian Martin. Ma maison est connectée avec Google. Personne n'est parfait. Ayant récemment acheté des produits sous Matter, je découvre qu'ils sont aussi compatibles HomeKit. Mhm. Je peux manipuler l'objet via les deux réseaux en même temps. C'est trop beau pour être vrai. Cette fois, c'est la bonne? Effectivement, Matter est un consortium dans lequel il y a plusieurs entreprises, dont Apple, pour créer réellement un protocole qui prône l'universalité de la domotique et de la communication dans la domotique. Effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir faire communiquer des différents périphériques, peu importe ce qui se trouve dans la maison et peu importe finalement ce qu'on va utiliser comme assistant, comme interface d'utilisation pour la maison, etc. Et donc HomeKit va utiliser Matter pour parler à des objets connectés, qui eux-mêmes vont utiliser Matter pour parler encore avec peut-être du Google. Et donc oui, c'est très chouette parce que du coup, tu te retrouves avec un écosystème beaucoup plus riche, Donc une beaucoup plus ouvert, interopérabilité. Ouais. complètement interopérable comme tu le dis. Donc c'est vraiment très, très, très chouette. Alors, oui. Par contre, En revanche, en revanche, en revanche, effectivement, on en parlait avec Laurent il n'y a pas tellement longtemps, et Laurent soulignait le fait que effectivement, Matter passe de version en version au niveau du protocole, et Apple fait partie du consortium Matter, mais par contre que HomeKit ne suit pas toujours forcément les dernières versions de Matter, qui n'inclut donc pas toutes les options de Matter. Et donc, ça veut dire que si tu as des périphériques, si tu as des objets connectés qui peuvent parler avec Matter d'une certaine version, imaginons version 3 par exemple, je prends un exemple tout à fait bateau, et que HomeKit n'est compatible que jusqu'à la version 2, du coup, toute la couche entre le 2 et 3 et tout ce que permet de faire le 3, tu ne vas pas pouvoir l'exploiter au travers de Apple. Et c'est ça qui explique, Laurent, qu'on n'ait pas toutes les fonctionnalités. L'inverse est vrai. Ouais. C'est-à-dire que quelque chose qui serait développé de façon spécifique par Apple, si tu bascules ton objet et que tu dis que le protocole de communication c'est Matter, tu perds ces petites fonctionnalités. Alors souvent, c'est à la marge, tu t'en rends pas vraiment compte. Mais tu peux te retrouver dans une configuration où tu avais un objet qui faisait un petit quelque chose qui te plaisait. Donc ça va s'estomper dans le temps. Encore une fois, l'idée, c'est le fait de passer de HomeKit à Matter, tu peux perdre certaines fonctionnalités. Ouais, pas de HomeKit, hein. Donc de Zigbee par exemple à Matter. Non, tu as certains objets. Oui, qui sont aussi. Tu as certains objets. C'est Monsieur X qui nous disait ça sur notre petit WhatsApp de Ronfait le Mac qu'on salue, qu'on embrasse, Monsieur X. Il nous disait, moi j'ai basculé sur Matter, disant bon, j'ai plus besoin d'HomeKit, donc au moment de configuration, je bascule sur la configuration Matter, et j'ai perdu certaines fonctionnalités propres à l'interface. Et donc il ne désactive pas HomeKit. Hein. C'est vraiment non, ça reste HomeKit. En fait, la couche HomeKit, c'est la couche visible. Oui. C'est là où tu passes les ordres. Mais tu peux avoir. Il y a un deuxième problème. Mais les fonctions qu'on lui propose pour piloter ces objets connectés offrent un éventail de fonctions plus restreint. Un peu plus restreint, c'est marginal. Et ça va s'estomper. En revanche, la façon d'enregistrer un objet n'est pas la même. C'est-à-dire que sur HomeKit, tu as un code. En fait, c'est pas un QR code, hein, c'est une sorte de code. Si tu passes à Matter, c'est pas le même QR code. Donc, quand les objets ont la double compatibilité, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux le transférer. Là, il te dit attention, je vais te créer un nouveau code. Je vais te créer un nouveau code. Oui, mais oui, tu vas voir. Qu'il faut conserver. Qu'il faut que tu conserves.
Aujourd'hui, ton produit, il a son étiquette. Ouais. Quelque part, il a son étiquette. Mais, Ah non, si attends. mais tu vois. Et voilà. Donc, c'est pour ça que, oui, encore une fois, bordel, l'idée les de cette amis. émission, c'était, on aime ça, et vous le voyez, hein, on Non, mais aime ils font ça, on a tout, ils des font objets tout pour connectés chez nous. croire qu'ils se tirent une Mais balle dans non, le pied, quoi. non, c'est Faut un créer marché. des QR codes, il faut les imprimer Non, maintenant. c'est un marché C'est un truc de naissant. dingue. C'est un marché naissant et qui se réinvente, qui grandit, qui est un peu difforme dans ce truc. Je suis désolé. Didier, un petit coup de Ouais. gueule, là, Didier. Hein. Mais non, mais en fait, est-ce que l'approche finalement de Matter était la bonne? C'est-à-dire, est-ce qu'ils auraient mieux pas fait de dire bon, finalement, on abandonne tout et on fait un nouveau protocole et puis voilà, vous rachetez tout, mais au moins, ouais, on part de zéro. Alors que là, je sais pas si vous avez écouté ce qui s'est. Ouais, bah c'est la théorie. Mais tu vois bien qu'en pratique, on a tous un peu des trucs HomeKit. Tu fais le passage ou tu fais pas le passage. Tu es prêt à renoncer à certains trucs ou pas. Et puis, va parler de Matter et de HomeKit à ta grand-mère ou quoi. Enfin, les gens, ils comprennent rien. Bon courage. Non, Regarde mais en cette fait, réaction tout part de- d'un bon sentiment, tu sais, des fois comme l'USB-C, où on se disait, ouais, c'est la connectique qui va tous les rassembler. Bah, finalement, non, l'USB-C, c'est une connectique en plus de tous les autres, et ça va mettre un temps fou avant qu'elle remplace vraiment les autres, quoi. Et pourtant, c'est un truc simple, l'USB. Regarde cette réaction de Mano. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion autour de. Et moi, le premier, hein, d'opposer HomeKit et Matter. Regarde cette réaction de Mano sur X. Apple n'est-elle pas en train d'abandonner HomeKit au profit de Matter? Par ailleurs, le protocole Matter chez Apple n'évolue que 2 fois par an. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est peu. Apple ne semble pas très motivé pour suivre les nouveautés dans la maison connectée. Christophe. Et donc, effectivement, donc on reprécise les choses. HomeKit, ça permet à des développeurs, donc c'est vraiment le noyau de Apple pour la domotique. Et HomeKit, c'est aussi toutes les librairies que peuvent utiliser les développeurs pour être compatibles avec HomeKit, avec l'application Home de Apple. Et cette application HomeKit, qui est faite en HomeKit, va pouvoir venir communiquer avec des protocoles de communication et des standards comme les metteurs. Donc quand on nous dit en fait à un moment donné, êtes-vous sûr de vouloir, enfin voulez-vous passer sur Matter, c'est pas forcément, on garde HomeKit. On active juste Matter à la place de quelque chose d'autre qui était utilisé pour la communication. Par exemple, il y a certaines marques de produits d'objets connectés qui sont compatibles HomeKit. Oui. Et qui sont, s'ils ne sont pas utilisés dans l'environnement HomeKit, qui nécessitent un pont pour fonctionner. Oui, du Zigbee par exemple. Du Zigbee, et qui les rend compatibles avec Alexa et avec Google. Oui. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il faut se dire, je suis dans l'univers Apple, j'utilise ma caméra en HomeKit, je n'utilise pas de pont, donc je fais une économie, puisque le pont, il faut l'acheter. Et je suis dans l'environnement HomeKit, mais dès lors que j'ai un Google Home à la maison, un Alexa, je ne pourrais pas visualiser l'écran de la caméra. Tu vois ce que je veux dire? Oui, l'image bien de la sûr. caméra. Donc Si je veux faire cohabiter les deux environnements, bien qu'ils soient metteurs, Oui. je suis obligé de rajouter le pont physique. oui, C'est moi ce qui m'est arrivé avec mes caméras de surveillance à la Mhm. maison. Parce que j'ai l'Alexa d'un côté et j'ai l'iPhone de l'autre. Matter n'empêche pas du tout le fait d'avoir des ponts. Oui, d'accord. Mais par exemple, une fois que je suis configuré ma caméra en Oui. HomeKit, Oui. je ne trouve pas le moyen de la mettre en mode jumelage pour la configurer en mode pont metteur pour mes Alexa. J'ai tout essayé, j'y suis pas arrivé. Je ne connais pas spécifiquement Tu ce vois qui ce que je t'arrive. veux dire? Mais c'est bon. Donc le truc, c'est comme le disait Laurent, Parce que pour lui, la caméra, elle est HomeKit, c'est terminé, elle est configurée, on n'a plus besoin de la jumeler, c'est terminé. Si tu veux la jumeler, il faut la remettre à zéro. Non, mais attends. oui, disons que en réalité, à un moment donné, Apple, donc si tu as dans ton écosystème des objets qui sont compatibles Matter et qui sont compatibles HomeKit, les deux, d'accord? Si elles sont compatibles HomeKit, ça veut dire que tu peux les avoir dans Maison ou Home en anglais. Oui, c'est pratique. Voilà, Et ça interagit, ça notifie, ça t'envoie une notification t'envoie des notifications sans passer par l'application Voilà, native. tu peux les avoir sur ton iPad, tu peux les avoir sur ton, dans ton Vision Pro. C'est tu peux les génial, avoir par partout. exemple, avec la petite serrure connectée de notre sponsor Aquara, c'est quand une personne arrive à la maison, j'ai une notification en disant Chiara, ma fille, parce qu'il détecte son téléphone, Mhm. est rentrée à la maison. Si c'est mon fils, il a un code, Théo est rentré à la maison. C'est ça. Et ça arrive sur toutes les interfaces Tout à fait. de mon épouse ou le mien, Exactement. Et donc, tu as ton. sans donc lancer ça, l'application Ça, c'est vraiment ton application maison avec HomeKit. Et native. puis, tu vas avoir ta sonnette, par exemple, ton carillon d'entrée, peu importe comment on l'appelle, qui est compatible HomeKit à la base. Et peut-être que sur la boîte, tu vois aussi que c'est compatible Matter. Ouais.
Et peut-être qu'en plus d'être compatible Matter, c'est compatible avec d'autres Oui, Alexa, canaux de Google, communication, ouais. mais qui n'est pas, pas spécifiquement Google. Je vais juste y venir Oui, ensuite. du Zigbee, par exemple. Voilà. À un moment donné, si ton périphérique avait été connecté à un moment donné, pas au travers de Matter, à un moment donné, Maison va te poser la question de savoir est-ce que tu veux passer la communication avec ton périphérique intelligent, D'accord. est-ce que tu veux le passer en Matter? Si tu réponds oui, tu passes sur Matter. Il y a, comme le disait Laurent, à la marge, tu vas peut-être perdre certaines fonctionnalités. Mais à la marge. Voilà, mais à la marge. Mais par contre, tu ouvres à l'usage de Matter, et Matter peut être aussi utilisé par Google ou peut être aussi utilisé par Alexa à condition que ces environnements soient compatibles Matter également. Ouais, en fait, Didier, encore une fois, on arrive au constat que c'est quand même assez compliqué de faire fonctionner. Il y a combien d'objets connectés à la maison aujourd'hui? 220, je pense. Voilà, imagine de faire connecter 220 objets entre eux. Il y a une compétition avec Luc Julien. Oui, c'est clair. Non, mais j'ai échangé avec lui sur le sujet. Ouais. Et je lui ai dit, t'as vu, je t'ai Luc dépassé Julia, en fait. papa de Siri. Ouais, voilà. Je lui avais dit, t'as vu, je t'ai dépassé. Parce qu'il avait parlé de 200 objets connectés. Et il m'a dit, non, tu m'as pas dépassé. Tu en as 220. Mais moi, j'ai 200 objets de familles différentes d'objets. D'accord. Mais il a un peu plus les moyens que toi, je pense aussi. Mais bon, passons. On sent bien qu'il y a encore beaucoup de travail, de chemin à parcourir pour rendre ces écosystèmes simples et ouverts. Et on sent bien qu'il faudrait qu'un grand constructeur, par exemple avec une pomme croquée, c'est ce que disent les rumeurs, on va en parler dans un instant dans un chapitre dédié, peut-être mettre un peu de solutions hardware et propriétaires pour que, comme ça, d'un clic, comme on fait avec les AirTags, on les approche d'un iPhone et elles sont détectées, on arrête de se prendre la tête, quoi. On va passer par là, ça va être un passage obligé. De toute façon, on est au début de tout ça, en vrai. Enfin, nous, on expérimente, ça commence un petit peu à se stabiliser, mais c'est vrai qu'on est un peu au début. En fait, les maisons qui sont construites aujourd'hui, comme disait Laurent, il faudrait qu'elles aient les prises, il faudrait qu'elles aient tout un tas de trucs, mais tu vas pas mettre des prises qui, peut-être dans 3 ans, auront plus le bon protocole et tout. Donc c'est quand même compliqué aujourd'hui. On est sur des échelles de temps qui sont tellement différentes. Quand tu achètes une lampe, des fois, ta grand-mère, elle l'a acheté pour 30 ans. Là, tu te dis, bon, il faut que j'ai un truc qui colle à peu près avec mon environnement. Mais tu sais, moi, je trouve qu'il manque 2 choses. Il manque... Déjà, si tu as des gens qui veulent acheter des lampes connectées, il y en a beaucoup, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, l'histoire de faut un HomePod ou faut un Apple TV, mais personne sait ça. Personne n'est au courant qu'il faut ça. L'histoire des ponts, c'est lunaire pour la plupart des gens. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que je trouve que aujourd'hui, il faudrait un truc comme les AirPods, c'est-à-dire il faudrait effectivement, on va en parler après, un petit appareil au centre de la maison avec un écran, j'en sais rien, où tu approches ta lampe. Ah, vous avez une lampe, où est-ce que vous voulez la mettre? Tu cliques sur le salon, hop, mets-la dans le salon, tac, hop, et puis tu vas l'accrocher dans ton salon. Et puis si tu veux la déplacer, tu vas sur la petite interface, puis tu la déplaces à la main. Et c'est tout, quoi. Il faudrait pas un truc plus compliqué pour la plupart des gens. Après, il y a les geeks comme nous qui veulent faire des règles, faire tout un tas de trucs. Mais par contre, on n'y est pas du tout à ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a rien de facile, en fait, pour la plupart des gens. Tu commences par le Wi-Fi et puis tu arrives avec des histoires de matter, quoi. Alors, reste, tu le disais, d'une cité d'un objet pour tout centraliser à la maison. Reste qu'une fois qu'on a déployé tous ces objets connectés, près de 200 pour Christophe à la maison, il est nécessaire de les piloter. Le réflexe, c'est de dégainer son téléphone et de pouvoir les piloter depuis le téléphone. Pas que, mais c'est vrai que le constat, après plusieurs années de pratique, il faut une tour de contrôle. On vous en parle dans un instant. Paul Kezako, cette nécessité, tu l'as ressentie très vite, Christophe, chez toi. Et du coup, comme il n'y avait pas d'équivalent sur le marché, tu l'as bricolé toi-même. On l'avait déjà présenté dans l'émission de l'année dernière. De quoi s'agit-il? Oui, disons que moi, de mon côté, j'ai plusieurs tours de contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais plutôt... Tu vois, dans une maison, il y a plusieurs types de profils différents. Tu vas avoir une personne qui va peut-être être une personne geek, un jeune qui a l'habitude d'utiliser des écrans tactiles, une autre personne qui n'a pas du tout envie de parler aux objets et qui va avoir juste envie d'appuyer sur des interrupteurs. Un jeune enfant qui n'a pas de téléphone ni d'iPad, quoi. Voilà, exactement. Et donc, qui a besoin d'allumer la lumière. Ce qui se passe, en fait, c'est que du coup, c'est des besoins différents au niveau de l'interaction avec la domotique de la maison et avec tes objets intelligents. Et pour ce faire, tu as besoin de certains points de contrôle qui vont permettre de répondre à chacun des besoins des différents habitants de la maisonnée. Et
pour ce faire, oui, effectivement, tu as le smartphone, effectivement, tu as ton Apple Watch, Didier a son Vision Pro qui ne quitte pas, par exemple. Il est où ton Vision Pro, Didier? Tu l'as? Bon, sors ton Vision alors. Pro. Je sais plus. Par contre, il est déchargé, c'est sûr, parce que la dernière fois que j'ai voulu le mettre, il était déchargé. J'ai ce problème tout le temps en ce moment. Toi aussi, Christophe, non? Trop, il faut penser à le charger. Didier. Non, Voilà. il décharge. Mais en plus de ça, tu vois, il y a certains points chauds de la maison où c'est quand même sympa de pouvoir avoir quelque chose au mur de type tablette, de type écran tactile. Moi, j'ai utilisé des iPads. C'est des iPads qui ne sont pas de dernière génération, je l'ai fait exprès. Donc, c'est des iPads qui ont déjà vécu et qu'à un moment donné, en fait, genre, j'ai par exemple un iPad Pro 1, tu vois, que je viens mettre au mur à certains points. Et dans maison, je vais tout simplement pouvoir interagir avec les lumières du salon parce que j'ai pas envie. Il remplace le vieil interphone que tu avais à l'entrée et qui permet à la fois d'allumer les lumières quand tu rentres à la maison, d'automatiser le carillon. Oui, de voir tes caméras. De voir tes caméras si quelqu'un sonne à la porte. Tout à fait. Donc ce genre de choses. Et en plus de ça, en plus de maison, ben, tu peux aller voir, il y a toutes les applications de l'iPad, donc tu peux aller voir effectivement ton calendrier de la maison, etc. Alors, petite astuce pour nos viewers, il y a une application qui s'appelle Apple Configurator, alors qu'il y a la version 2 aujourd'hui, qui est gratuite, qu'on peut télécharger, et qui nous permet de préparer un iPad pour ce genre d'usage, pour le mettre en mode qu'on appelle kiosque. Oui. Kiosque, ça veut dire une seule application. Et donc, on peut très bien dire... pour des enfants à l'école ou des bornes de démonstration dans un magasin. Tout à fait. Et donc, on peut très bien dire, il n'y a que maison que tu lances. Ah, c'est super. Et ça, c'est cool parce que du coup, ben, ça fait vraiment ce centre de contrôle de la maison et sur lequel on ne va pas venir installer des jeux. Du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un iPod très puissant, puisque finalement, c'est juste un truc pour des interrupteurs, une centrale domotique comme il y avait dans le passé, qui coûtait une fortune parce qu'elle était tactile et hyper compliquée à configurer. Sauf que ici, tu vas chercher sur Le Bon Coin, en deuxième main, tu vas aller chercher un iPad qui a déjà un peu vécu, mais pas suffisamment vieux que pour ne pas recevoir les dernières mises à jour de Apple. Donc, je vous ai entendu parler la semaine dernière de la sortie d'un produit potentiel. Hein. Ouais. Ça va venir, mais n'allons pas trop vite, parce qu'avant d'un produit potentiel, il semblerait qu'Apple s'inspire de bonnes idées qu'ont eu de grands acteurs de la tech. On pense à Google avec ses Google Nest, qui sont des enceintes avec un écran, et donc ils se sont dit, mais l'écran, à quoi il peut servir? Regarder des films sur un petit écran, c'est pas génial, et pourquoi pas piloter ces objets connectés? Donc avec une Google Nest, avec un écran, on peut regarder ces caméras connectées, on peut ouvrir et fermer une porte, on peut effectivement lancer la température dans une pièce, etc., etc. Et le plus innovant dans ce domaine, on les a installés ici, on en a deux, on en a un qui est là-bas et un autre qui est ici. Ce sont les derniers produits d'Alexa de chez Amazon. Vous avez ici l'Amazon Echo 15, qui est un produit qui ressemble beaucoup à un cadre photo, qui est à la fois, je dirais, une télé, des enceintes connectées, et surtout un centre de pilotage domotique. Donc on peut accéder via le bouton maison connectée à ces caméras, comme vous pouvez le voir à l'écran, ouvrir ses portes, et bien sûr on peut interagir avec l'assistant vocal si ça ne suffit pas, mais voilà, ça permet à un enfant de répondre au facteur qui sonne à la porte, ou voilà, ça a plein d'usages. Mais c'est vrai que c'est un peu surdimensionné parce que ça fait plein d'autres choses. Ça permet de passer des appels vocaux en Skype, ça permet de regarder des films, d'aller sur Amazon Prime, d'être une télé avec une télécommande. Donc ils se sont dit, ça coûte un peu cher, on va décliner le concept. Et ils ont sorti l'autre produit qui est devant moi, qui est le Alexa Echo Hub, et qui lui est vraiment spécialisé. C'est un écran plus petit qui est conçu pour accrocher au mur, et là automatiquement il vous affiche toute votre panoplie d'objets connectés qui sont compatibles. Alors là, avec Matter, c'est génial. On a tous les produits compatibles HomeKit qui apparaissent. Alors évidemment les HomePod compatibles Matter. Et donc HomeKit Matter qui apparaissent indirectement, et donc vous pouvez ouvrir votre porte, vous pouvez piloter vos chauffages, vous pouvez regarder vos caméras de surveillance, et vraiment, je trouve que c'est des super idées. Et moi, je rêverais effectivement d'avoir une solution d'Apple qui permet de faire ça.
Alors évidemment, chaque fois, on est parfois un peu coincé parce que ça marche mieux quand même avec des produits qui sont estampillés Alexa ou Google si vous êtes dans l'univers Google. Mais il semble vraiment qu'effectivement Apple s'intéresse à ce projet-là et on en parle cette fois-ci dans ce prochain chapitre. Qu'est-ce que nous prépare Apple en 2025 en matière d'objets connectés? Il semblerait qu'Apple ait de plus en plus d'appétence sur ce domaine. Tu n'étais pas avec nous pour l'émission spéciale que va sortir Apple en 2025. Allez voir cette émission, on résume toutes les rumeurs de ce qu'Apple devrait présenter cette année. Et une des rumeurs les plus récurrentes des Ming-Chi Kuo, des Mark Gurman, est qu'Apple se lancerait à corps perdu dans les objets connectés. Ce serait vraiment l'an 1 de l'objet connecté chez Apple 2025. Laurent, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense qu'Apple va être malin. Ils vont nous dire que ça fait au moins 10 ans qu'ils ont appris plein de choses sur la maison et que c'est la synthèse de toutes ces années d'expérience qui les amène à créer un nouveau produit. Je pense qu'ils veulent quitter, on parlait tout à l'heure de l'Apple Vision, et je peux me tromper, mais je pense que l'Apple Vision, ça n'a pas atteint le succès qu'ils espéraient. Sans déconner. Et qu'ils vont vouloir créer une sorte une nouvelle verticale, tu vois, sur le domaine. Et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu ce qui reste, celui qui a été un peu abandonné, tu vois, ils auraient pu sortir les voitures, ils auraient pu sortir la télé, mais ils l'ont pas fait, ils l'ont fait sur plutôt les services autour de la télé. Et finalement, une verticale qui reste, ça serait un objet de la maison. Tu vois, un objet, tu vois, un nouveau terminal. Et, nouvel écran. Un nouvel écran possible dans la maison qui serait un mix entre une Apple TV, un écran que tu partages avec toute la famille. Un écran que tu partages, certainement un peu de FaceTime dessus, certainement. Donc encore une fois, c'est pas eux qui l'ont inventé, hein, d'autres marques, voilà. T'en as un derrière toi, t'en as un devant toi, voilà, l'ont fait. Après, il se pourrait, tu sais, c'est toujours la même chose. Apple, ils adorent ce genre de configuration. C'est-à-dire, ils ont laissé les autres essayer, ils arrivent après la tempête, et puis ils te sortent un produit qui a quelque chose d'un petit peu mieux. Alors, bon, l'Apple Vision était un petit peu mieux, ça n'a pas suffi. 4 000 euros, j'espère qu'il n'a pas coûté ce prix-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Le HomePad, c'est comme ça, le HomeCode. Hein. Ouais, le HomePad. Et ça pourrait être intéressant. Parce que Command Center, tu veux dire? Au Command Center, il y a deux noms possibles. Écoute, ça ressemblerait à quoi concrètement? Un peu ce qu'on a devant nous, une sorte de mini iPad accroché au mur? Un mini iPad accroché au mur ou un mini HomePod doté d'un écran, quoi. Ouais, alors il y a plusieurs rumeurs. Le HomePod, c'est-à-dire que tu aurais une enceinte qui servirait de bloc de recharge, puisque la particularité et ça c'est plutôt une bonne idée, c'est qu'à priori ce HomePad ou Command Center fonctionnerait sur batterie, parce que le produit qu'on a là de chez Alexa qui remplace ce qu'on avait à l'interphone à l'entrée de la maison, qui permet d'être sa centrale domotique, nécessite une alimentation électrique. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'à l'entrée, souvent, on n'a pas de prise électrique. Le fait de mettre une batterie, c'est juste une bonne idée, à condition que l'autonomie soit grande. C'est une bonne idée, et puis le fait d'être versatile aussi. Le fait de pouvoir le poser sur ton bureau ou sur la table de la cuisine, ou encore de pouvoir l'accrocher au mur, c'est quand même génial, quoi. Donc, disponibilité, on a une petite idée. Didier, qu'est-ce que dit l'oracle Mark Gurman dans ce domaine? Écoute, là, les rumeurs se sont un petit peu enchaînées. Après, il y a une question de calendrier chez Apple. Tu sais, ils ont toujours un petit peu le même genre de calendrier. En début d'année, tu as les MacBook Air. L'iPhone, c'est plutôt à la rentrée. Les Mac, c'est un petit peu au début et un petit peu en fin d'année. Fin d'année pour les MacBook Pro. Et souvent, la domotique, elle arrive quand même plutôt en fin d'année. Mais apparemment, la production aurait pu démarrer. Tu vois, moi, j'ai lu un petit peu tout ça en même temps. A priori, il y aurait qu'un produit aussi. Honnêtement, moi je sais pas, parce que j'ai lu vraiment tout et son contraire sur ce truc-là. Et en plus, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que maintenant on a quand même souvent des bonnes fuites quand Apple commence à produire des produits. Tu sais, il y a les usines qui tournent et tout. Et là, c'est vrai qu'on n'a rien qui est sorti. Il n'y a pas de plan, il y a pas de, tu vois, il y a vraiment rien qui est sorti. Alors, soit ils le font aux US, ou ils font un truc ailleurs, où ils ont bien gardé effectivement leur secret. La rumeur. Ça me rappelle la rumeur des AirTags que Mark Gurman avait déjà sorti, hein, et ça a mis 1 ou 2 ans à finalement sortir. On a vu arriver des images et des dessins, des plans quelques semaines avant, et puis finalement c'est sorti. Donc moi j'y crois à cette rumeur-là, personnellement. Pardon, je t'ai interrompu, Didier. Non, mais moi je disais que c'est un produit qu'on a envie. Tu sais, je regardais là au HomeKit, c'est quand même 2014, donc c'est vrai que c'est l'ère Tim Cook quand même. Et en fait, ouais, et tu dis quand même, ils ont mis 10 ans à nous faire un peu un truc simple pour faire tout ça, quoi. Et il est temps que ça arrive, parce que c'est peut-être ce qui pourrait permettre justement de rendre le produit. Si tu commences à vendre
tu vois, la base, la brique pour faire une maison connectée, les gens ils vont pouvoir l'acheter là à la Fnac, j'en sais rien, chez Leroy Merlin, enfin dans les enseignes, et se dire tiens, c'est par là que je commence, il y a le petit truc, et du coup tu as envie d'ajouter des trucs. Peut-être c'est ce qui manquait effectivement à Apple pour envahir la maison connectée. Et sachant qu'en plus, dans certains pays, enfin je vois aux États-Unis, ils ont quand même beaucoup d'Alexa un peu partout où je suis allé. Moi j'ai trouvé qu'Apple n'était pas forcément le truc par défaut, quoi, même si les gens ont des iPhones en fait. Non, loin de là. Surtout aux États-Unis, Alexa est loin devant. Et il semblerait, Christophe, que Apple ne s'arrêterait pas à simplement un simple écran connecté. Non, effectivement, on entend parler également de la possibilité d'avoir une sonnette intelligente qui serait effectivement créée, développée par Apple et surtout qui serait facile, simple d'usage, avec aussi la possibilité de pouvoir recevoir la vidéo très rapidement, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que pas mal de solutions, dont Ring, tu appuies, C'est pas génial. ça charge, Moi, j'étais très etc. déçu par Arlo, par exemple. Mais Ring, c'est pareil, tu vois. Ouais. Et le Et truc, moi, c'est j'ai que Atmos, c'est à quand- peu près pareil. quand tu as quelqu'un Alors, qui est à la Akara, c'est porte, pas mal. Et je dis pas ça parce que c'est notre sponsor, mais en vrai, on l'a mis au bureau, Ouais. elle marche hyper bien. Ouais, vraiment génial. et hyper les rapidement HomeKit. aussi. Et les HomeKit. Ouais. Et elle est HomeKit. Moi, Arlo, je suis obligé d'attendre d'attendre que l'application s'ouvre. Tu vois, donc c'est pas génial. Mais donc oui, ça pourrait vraiment être une bonne idée déjà en fait pour simplifier ce qui existe aujourd'hui sur le marché et consolider ce qui existe, c'est-à-dire avoir réellement ton image très rapidement, un son un peu meilleur, etc. Et en plus de ça, utiliser des technologies qui existent déjà au niveau des smartphones de Apple par exemple pour faire de la reconnaissance faciale. Du Face ID. Voilà, du Face ID, ou en tout cas une espèce de Face ID qui permettrait de contextualiser, de pouvoir scénariser l'ouverture. Ça pourrait créer des scénarios en disant voilà, je t'ai reconnu par le carillon et la caméra, On t'ouvre la porte. j'ouvre la porte. Exactement, ouvrir la porte, éventuellement envoyer une notification en disant j'ai reconnu telle ou telle personne, en sachant qu'il y a d'autres marques qui le font également, de la reconnaissance faciale au niveau des caméras. Mais, bon, Mais voilà. on sent bien dans ce que tu me dis qu'Apple a envie de se lancer, montrer l'exemple, créer presque un nouveau écosystème C'est et certain. voire licencier une sorte d'HomeKit meter propriétarisé et proposer demain un Aquara, un Tout à fait. Eve ou un Arlo de sortir leur propre solution. Quoi. Oui, c'est ça, mais moi je pense que Apple Compatible. veut sortir son starter kit, tu vois, son kit pour les débutants de la maison connectée. Et ça, Ouais. c'est une excellente idée, c'est comme le disait notre ami Didier il y a quelques instants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes un HomePod. Le grand public, il achète une enceinte connectée. Ouais. Il achète Pas pas. un pont, Il ne pense pas à kit. est-ce que c'est un pont, thread, metteur, machin, etc. Il y pense même pas. Tu achètes un iPad, tu n'achètes pas un iPad spécifiquement pour la maison connectée. Il y a que des geeks comme nous qui le faisons. Tu achètes une Apple TV, tu l'achètes d'abord pour voir le contenu sur Netflix, sur Amazon, sur Amazon Prime, sur Apple TV+, etc. Mais par contre là, ce serait le premier objet dédié à la maison connectée par Apple que tu achètes pour cet usage-là, et très certainement même avec un système d'exploitation qui serait dédié à ça, et peut-être avec la possibilité de venir y adjoindre quelques options comme la sonnette connectée, le détecteur de mouvement, etc. quoi. Ouais, on a hâte de voir ça. Et au-delà, Didier, Apple semble vraiment conscient du constat qu'on a fait dès le début de cette émission, à savoir qu'il est difficile de gérer un écosystème d'objets connectés, surtout quand on en a 200 comme Christophe, et donc difficile de faire des interactions. Et pour répondre à cette problématique, la Pomme aurait conçu ni plus ni moins qu'une puce sur mesure, on en parlait tout à l'heure en préambule, mettre du hardware propriétarisé un petit peu pour que les produits se parlent entre eux, un peu comme l'AirTag qui, comme par miracle, ne se connecte jamais et peut le suivre facilement avec son iPhone. Oui, ou on pourrait prendre l'exemple des AirPods aussi. En fait, ce que tu aimerais, c'est que ce petit appareil là qui est à ton mur ou dans ta cuisine, en fait, tu arrives avec ton ampoule, j'en sais rien, à côté, et puis qu'elle la reconnaisse tout de suite, tu vois, avec un tag RFID ou j'en sais rien, un truc qui fait apparaître comme tes AirPods. Et c'est marrant, je sais pas si vous avez suivi l'interview de Zuckerberg, qui a fait beaucoup polémique et tout, parce qu'il a abordé plein de sujets, mais il a abordé un sujet qui était intéressant, qui était pour les Ray-Ban Meta, tu sais que j'affectionne beaucoup. Il a demandé à Apple, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc comme vos casques, vos AirPods, etc. Tu l'approches de l'iPhone
Et puis, mes lunettes sont reconnues automatiquement. Il n'y a pas besoin de configurer des trucs. Ça se fait tout seul en tâche de fond. Et Apple, apparemment, était très, vraiment virulente. Ils ne voulaient absolument pas leur donner accès à ça. Et l'excuse qu'ils donnaient, c'était mais c'est pas assez sécurisé. Et Zuckerberg disait en fait, on a regardé leur protocole, il est en plein texte, il n'est pas du tout sécurisé. C'est juste un truc propriétaire qu'ils veulent pas filer pour avoir l'exclusivité de ça. Alors, est-ce que moi j'adore le concept, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'Apple ouvre tout ça. Et j'espère que s'ils font ça, parce qu'en fait, on voit bien le truc, c'est le nouveau Lightning. Lightning, il gagne plus d'argent dessus, donc ils veulent trouver d'autres trucs. Et ça pourrait être, tu vois, t'as le hardware ou t'as pas le hardware. Bah voilà, si t'as pas le hardware, il faudra falloir le configurer avec des QR codes, peut-être une petite caméra, tu scannes ton truc, bon pourquoi pas. Mais sinon, le truc simple, peut-être qu'il faudra payer des royalties à Apple, donc les produits seront plus chers. Mais s'il marche mieux, écoute, moi des fois, on était prêt à payer pour avoir des trucs qui marchent mieux. Donc, il développerait ni plus ni moins, Christophe, une puce sur mesure. On a même un nom de code pour ça. Proximity. Proxima. Et où on a vu deux noms en fait le Proximity Hardware ou le Proxima, effectivement, qui serait le standard la puce. Serait Proximity Hardware et le nom de la puce Proxima. Ouais, enfin c'est des bruits qui courent et effectivement, comme son nom l'indique, en fait, qui permettrait d'avoir une approche contextualisée de proximité, un petit peu comme on a avec une puce RFID, ce genre de choses, qui nous permettrait en fait quelque part de pouvoir configurer et contextualiser à l'approche d'un matériel Apple, peut-être éventuellement du matériel maison, quoi, HomeKit. Donc on a hâte que que cette année soit enfin prise au sérieux en matière d'objets connectés par Apple. On a hâte de voir arriver ces produits-là, parce que ça devrait encourager l'ensemble de l'écosystème à suivre l'initiative d'Apple, au-delà de déclarations de Mark Zuckerberg qui a été très sévère envers Apple, en considérant que la marque, ni plus ni moins, en disant entre les lignes, n'innovait plus et vivait un petit peu sur ses acquis avec l'iPhone. Ouais, c'est gentil de dire ça quand on a lancé Facebook et Meta et qu'il n'a quasiment pas innové depuis 10 ans, mais c'est pas grave, mais notamment Instagram. Mais passons. Mais bon, force est de reconnaître que ce serait intéressant de voir comment Apple peut enfin permettre à monsieur et madame tout le monde de montrer un vrai écosystème, et on a hâte de redonner rendez-vous dans 1 an et de refaire le point autour de cet environnement d'objets connectés et voir si finalement tout fonctionne parfaitement. Sans problème. Une réaction, regardez, pour conclure, de Vincent sur Twitter. Il y a une vraie problématique autour de la connexion et de l'accès au net des outils connectés, enceintes, TV et IoT, car on pense que rien ne se passe quand les objets sont off, mais c'est fait, c'est un fait, ça consomme. Apple TV, c'est 1 giga par heure. Alors, je ne sais pas où il est ce chiffre-là. Donc la consommation électrique des objets connectés, évidemment, c'est un problème. Moi, je prendrais le problème à l'envers. Pour moi, les objets connectés est un moyen de consommer moins. Et c'est d'ailleurs l'objet de la prochaine émission qu'on vous proposera la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous, où on va vous expliquer en détail comment on peut faire des économies avec les objets connectés. C'était déjà un sujet qu'on avait abordé l'année dernière. Mais là, on va beaucoup plus loin parce que les solutions ont beaucoup évolué. Et surtout, on a une année de tests, d'essais, et vous dire concrètement combien on a fait d'économies autour de ce décor et autour de cette mire numérique derrière moi, grâce à ces objets connectés. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Dernier mot à propos de notre sponsor, bien sûr, NordVPN, qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net et aussi, bien sûr, sécuriser votre Mac, iPhone, iPad, Apple TV et même le Vision Pro, cher à Didier. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo qui sont disponibles uniquement sur des pays étrangers. On pense à Netflix notamment, par exemple. Des contenus qu'on trouve, par exemple, que sur Disney+. Tout ça voilà, vous avez des avantages certains. Je vous donne l'exemple de mon épouse qui est expatriée, qui peut regarder ses contenus d'Australie en France. Si vous êtes fan de sport, vous pouvez regarder la Ligue 1 dans des pays étrangers. Vous pouvez supprimer les pubs sur YouTube. Des abonnements chers au fils de Laurent, Crunchyroll, qui sont beaucoup moins chers et qui font quasiment que le prix d'un abonnement NordVPN est gratuit. Sachez que en ce début d'année, NordVPN vous fait un cadeau et vous propose 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez une offre VPN de 2 ans. Ça vous revient à partir de 2,98 € par mois. En tapant simplement l'adresse qui est dans la description de la vidéo, en cliquant sur le lien ou en scannant ce QR code. 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans pour un prix promo à partir de 2,91 € par mois. Merci
à NordVPN de nous soutenir. On passe à vos coups de cœur. Et oui, Olivier, alors tu sais, bon, on est encore en hiver là, mais le printemps approche, tu as le droit de réfléchir un peu à ce que tu vas mettre sur ta terrasse. Alors, tu vois, c'est drôle, on fait une émission sur les objets connectés. Eh ben, je vais te parler d'objets qui ne sont pas connectés et que j'utilise pour ma terrasse. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, déjà, je vais vous dire qui c'est qui les fait. C'est Gearled. Donc, c'est une société française qui ils font tout, tu vois, le R&D, etc. Les produits et tout en France. Je crois qu'il y avait des petites parties en Chine là pour la partie électronique, etc. Mais c'est vraiment une boîte française. Ils sont très très innovants et en fait, ils ont plein de choses. Donc là, tu vois, c'est par exemple des guinguettes, des petites boules et tout. Et surtout, ils ont beaucoup de choses solaires. Et en fait, l'avantage du solaire, et alors, c'est pas des produits extrêmement travaillés, c'est-à-dire que tu as des fois voilà, des petits faisceaux de lumière, tu peux changer un petit peu les couleurs, mais c'est surtout pour animer ton jardin sans que tu aies rien à faire. Et la plupart de ces produits, en fait, ont une petite batterie et un petit panneau solaire, ce qui fait qu'ils se rechargent la journée et puis ils s'allument tout seuls le soir. Et moi, tu vois, je les ai là depuis plusieurs années. Et en fait, ils n'ont pas de dépendance au Wi-Fi, tu n'as pas besoin de mettre une borne dans le jardin, etc. etc. C'est hyper fiable, c'est très, 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 très beau. Et ça coûte pas non, enfin c'est pas hors de prix, mais c'est quand même un petit investissement. Tu as quand même la batterie et le solaire pour les objets. Tu peux quand même en brancher si tu préfères le brancher à du courant. Et surtout, ça résiste bien à l'eau, aux intempéries. Tu sais, nous on a beaucoup de vent, par exemple vers Nîmes. Donc ils ont voilà des lumières, des guirlandes. Là ils ont sorti des cubes. On testera un petit peu ça sur le site. Et puis c'est un petit coup de cœur parce que vraiment ceux qui font ça sont des gens super. Donc je leur fais d'ailleurs un petit bisou. Donc Gearled, G-U-I-R-L-E-D, et ils ont un site gearled.com. Voilà. Merci Didier. De ton côté, Laurent, ton coup de cœur cette semaine? Écoute, mon coup de cœur, c'est aussi non connecté, mais c'est quand même lié à Apple. Je suis tombé sur un tapis, c'est pas un tapis souris, parce que c'est un tapis plutôt de clavier, large, et sur lequel est écrit de manière très très jolie le mot Hello. Donc, qui rappelle la sortie du... 1984. Et c'est une société qui s'appelle Fissura qui fait ça. Et ça se vend... je l'ai trouvé en boutique à une vingtaine d'euros. Et j'ai vu que sur Amazon, selon les jours, c'est entre 21 et 29 euros. Les prix varient beaucoup. Mais c'est un tapis, pareil, un néoprène classique, mais très beau, très blanc, et la même écriture que ta casquette au RLM, avec le Hello. Et je trouvais ça sympa, quoi. Tu aurais pu me faire mon petit cadeau de Noël. Hein. Ah, c'est vrai. Tu penses, c'est incroyable. Oui, mais tu aimes le cuir, toi. Non, ça va. Le vinyle. Je suis vegan. Non, je plaisante. Christophe, ton coup de cœur cette semaine? D'un côté, j'ai quelque chose que tu connais qui s'appelle Sonos. Oui. De l'autre côté, j'ai quelque chose que tu connais aussi qui s'appelle Ikea. Oui. Regarde, je prends les deux et boum. Et j'en fais quelque chose qui s'appelle Symfonisk et qui permet tout simplement, en fait c'est une collaboration entre les deux, Ouais. Ça permet tout simplement d'avoir des lampes connectées avec tout simplement un haut-parleur, une enceinte Ouais. avec la technologie Sonos à l'intérieur. Le gros avantage de ça, c'est que comme c'est du Sonos, c'est compatible avec l'app Sonos également. Donc c'est plutôt sympa, et puis ça se présente ça se présente sous différentes formes. Donc tu as ça sous la forme de petites lampes de chevet par exemple. Tu as ça sous la forme d'étagères. Donc ça se glisse un peu partout. C'est plutôt pas mal. Et puis pour ceux qui aiment le son Sonos et la compatibilité avec Sonos, c'est peut-être la chose à faire. Sonos qui a beaucoup un tarif Ikea. Assez sympa, oui. Un tarif Ikea, Ouais. c'est là où c'est intéressant. C'est ça, pas un tarif Sonos. C'est la techno Sonos, C'est mais ça. un tarif Ikea. Sonos qui a C'est beaucoup ça. besoin de se faire pardonner ces derniers mois. Voilà, il a changé de PDG là, C'est récemment. sûr. Il y a du 100, 190 euros, enfin, en fonction de la forme que l'on achète. Mon coup de cœur en ce qui concerne, il s'agit d'un produit qui a été présenté au CES, que ferme ses portes, s'appelle le HMD Off-Grid. Qu'est-ce que c'est, messieurs? C'est une solution pour les baroudeurs qui était présentée donc à Las Vegas, qui est une solution qui permet d'avoir une connexion satellitaire en permanence, qui vous permet de communiquer par satellite dans des zones blanches où le téléphone ne passe pas. Alors, on connaît déjà cette fonction dans la fonction SOS de l'iPhone, sur les iPhone 15 et 16 uniquement. Comme la Belgique, tu veux dire? Il permet d'envoyer, c'est pas moi qui l'ai dit, il permet d'envoyer un SOS par message texte ou d'échanger par SMS avec vos proches, même s'ils ne sont pas abonnés à la solution HMD. Il faut en effet souscrire un abonnement de 15 € par mois. Mais avantage par rapport au système d'Apple, c'est qu'il y a un système de géolocalisation où vous êtes géolocalisé en permanence. Tous les 3 minutes, il donne votre géolocalisation, on peut suivre sur une carte. C'est ultra compact, c'est le format d'un
d'un petit porte-clés. Ça pèse 60 grammes et je trouve ça juste original. D'accord, l'iPhone le fait déjà, mais c'est un téléphone, c'est plus lourd, c'est pas forcément aussi baroudeur que. Et j'ai trouvé vraiment cette initiative intéressante. Et permettez-moi, pour cette première émission de l'année, d'avoir une pensée. J'en parlais avec Stéphane Zibi, c'est lui qui voulait en parler, mais il ne peut pas être avec nous ce soir. Alors, une pensée Monsieur pour Billot. un petit pensée pour Jean-Michel Billot, qui a beaucoup de points communs avec moi, puisque nous sommes nés le même jour, pas la même année, et le même jour, le 29 avril. Jean-Michel, qui est vraiment un pionnier de l'Internet en France, un pionnier de tout ce qui est grande tendance en France en matière de tech en général. Tech, d'innovation. Il travaille à BNP Paribas, c'est ça de mémoire? Oui, alors c'est une société qui a été rachetée par BNP Paribas, mais il a innové, il a fait de la banque sur le Minitel, et de la banque utile. Enfin, c'était vraiment, il était là, il était de tous les combats, et il avait une modernité, et je trouvais que plus il vieillissait, plus il restait moderne, et on se rendait compte que il faisait partie de ces gens visionnaires, parce que on se rend compte que ce qu'il avait dit ou écrit, donc il avait aussi une sorte de newsletter où il écrivait beaucoup, donc on peut revenir en arrière, tu te dis mais waouh, Il avait le raison. gars disait, en fait il avait juste la vista, quoi. Tu vois, et c'est ça qui est impressionnant, c'est de te dire toute sa vie, à chaque fois qu'il a dit il s'est positionné sur quelque chose, mais il avait le mec hyper creux, juste, quoi. quoi. Ouais. Mm. Et c'était un personnage qui avait vécu. Ouais, il était très en pointe sur la nécessité de il avait fibrer des soucis de santé sur la fin de sa vie, avec le désert médical français. Mais... Sa volonté de fibrer la France dès 2012, sa volonté d'investir massivement dans le Bitcoin il y a près d'une douzaine, voire une quinzaine d'années déjà. Il a fait pas mal de podcasts avec notre ami Rodrigo. Allez les voir, on mettra les liens, ça remonte il y a presque 18 ans. Il faisait déjà un podcast, alors qu'il avait un âge avancé avec son fameux Bio Show. Et c'était du pur bonheur. Il va beaucoup nous manquer. Voilà, on voulait avoir une pensée pour lui ce soir, pour en ce début d'année. C'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous pour une seconde émission consacrée à la maison connectée et comment et si vraiment on peut faire des économies. On va parler beaucoup de batterie. On a de quelques exemplaires ici, des objets connectés comme des chauffages, des objets connectés comme des humidificateurs. On va tout savoir. Des machines à laver. Des machines. C'est une surprise qu'on nous réserve, Christophe, la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Et pour tout savoir et pour connaître la mise en ligne d'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce, la petite cloche, et vous serez prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Merci Christophe, merci Laurent, merci Didier. On se retrouve la semaine prochaine et merci aux équipes d'Alexandrine d'avoir veillé aussi tard. À très bientôt. Salut!